Bon vendredi tout le monde! En direct du sud des États-Unis, voici Texane et Liberty Bell. Yeah! Bonjour, Madame Texane. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Grosse semaine de déménagement. Oui. Ben oui, c'est ça, là. T'as un peu disconnecté, t'as perdu un peu la courbe de l'actualité. J'essaie de t'informer, puis tu dis, de quoi tu parles? Ben oui, c'est ça, j'ai pas la télé, je viens d'avoir Internet, je vis dans ma bulle depuis une semaine, là, donc je me remets dedans aujourd'hui. On a une grosse émission, en fait, on a aussi un invité qu'on va vous présenter plus tard, mais je voudrais juste te conter une petite histoire avant. Cette semaine, j'ai rencontré une mère, c'est une mère monoparentale, puis elle est arrivée du Connecticut. Puis elle me disait, écoute, là-bas j'avais pas les moyens de vivre, j'étais dans un taudis. Ma fille, elle allait dans une école avec c'est vraiment pas recommandé puis tout ça. Puis elle a dit ici au Texas, je suis capable de me payer une maison, ce que j'étais pas capable du tout au Connecticut. Et je suis en plus capable de donner une qualité de vie. Tout est moins cher ici. Les opportunités, elle revenait toujours avec le mot opportunités, sont très grandes et tout ça. Et donc, j'ai discuté avec elle pour m'apercevoir, quand elle est partie, qu'elle avait un gros sticker Obama sur sa voiture. Oh my Et je me God. suis dit, c'est le problème qu'on a présentement parce que toutes ces personnes-là arrivent de la Californie, arrivent du Connecticut et de d'autres États comme ça, mais qu'on appelle les États bleus, là. Les États exact, bleus. Oui, pour continuer ici, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est la raison pour laquelle les opportunités sont moindres dans ces États-là. Ils viennent dans des endroits qui sont plus rouges, oui, avec plus d'opportunités, mais continue tabarouette de voter bleu. Moi, ça me tue. Tu sais, Julie, en fait, le problème, c'est que je pense que les gens voient les opportunités, mais en même temps, ils veulent amener leur bagage. Ils veulent arriver avec tous les avantages qu'ils ont. Ils sont même pas capables de faire le lien que un crée la problématique de l'autre. Si tu amènes un système plus lourd, je parle juste à Obamacare, par exemple, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ça va coûter plus cher, ça risque d'affecter les petites entreprises, les moyennes entreprises, ça risque de couper des salaires. Tout ça, ça fait un effet boule de neige. Là, tu regardes ça, cette dame-là qui parle d'opportunités, mais d'un autre bord, avec la première à dire, moi, j'exige Obamacare, moi, j'exige ci, moi, j'exige ça. Puis, qu'est-ce qui va lui arriver avec ces opportunités au bout du compte? Ils vont disparaître. Moi, je le vois aussi. Elle va se rendre compte, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait le cause à effet. Ils se sont pas encore rendus compte que la raison pour laquelle au Connecticut, il n'y a pas d'opportunité, ben c'est une des raisons. Je veux dire, l'emploi, tu sais, si l'entrepreneuriat n'est pas encouragé, ben tu vas avoir moins de gens qui vont partir des petites entreprises. C'est la même chose en Californie. Puis tu te retrouves en Californie à pas être capable de t'acheter une maison, pas être capable. Pourtant, les gens disent toujours mais le Texas, les gens crèvent dans les rues, ouais. Bon, je n'ai jamais vu. Je regarde là, dans ma rue, j'en ai pas encore. Mais je veux dire, les gens, même s'ils sont plus pauvres,
vivent mieux, en fait, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Le coût de la vie, il est très, 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 très bas. En fait, un des plus bas aux États-Unis. Puis, je vais te dire, non, c'est vraiment fascinant, ce phénomène-là, parce que je lisais un article, justement, hier sur, on parle encore des couleurs bleues et rouges. Rouge représente les États plus républicains, plus de droite. Les bleus, c'est les libéraux. Et là, on est en train de parler qu'on est en train de transformer le Texas. Le fameux Texas deviendrait, d'ici 4 ans, à cause d'un certain groupe d'individus, un État bleu. Et c'est très inquiétant de voir ça. C'est ce que je te dis, c'est les gens qui arrivent de la Californie. Si tu voyais le nombre de personnes qui viennent s'installer ici, qui viennent de la Californie, écoute, l'immobilier ici, c'est en expansion. Il y a des maisons qui se vendent, qui s'achètent. C'est fou, 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 fou. Et économiquement parlant, le Texas, il est en santé, mais ça ne durera pas. Je suis désolée, mais ça ne durera pas parce que on va finir par avoir le même problème que les autres États si ces gens-là comprennent pas. Le but que j'ai, oui, exact, mais le but que j'ai, c'est d'essayer justement cette madame-là, que j'ai rencontrée, petit à petit, l'amener à comprendre c'est quoi le vrai problème, puis que peut-être que un jour on verra un sticker de libertarien en arrière de sa voiture. Ouais. Ben, il y a une grosse déception aussi à point de vue des options républicaines. Là, il y a une naissance, il y a des gens qui commencent de plus en plus à s'imposer. Au Texas, comment il s'appelle votre fameux sénateur là, Ted Cruz. Lui, il commence vraiment. Non, mais il est bon là. Là, il commence à se batailler contre le revenu, l'IRS. Il veut carrément abolir. Il y a une pétition qui court en ce moment pour abolir l'IRS. Puis, bon, il y a le fameux Rand Paul. Puis, il y a plein d'autres gens qui gravitent. J'en ai un en Arkansas qui va se présenter comme gouverneur, qui se dit conservateur libertarien. Alors, déjà, il y a une montée. Est-ce que la montée va arriver assez vite pour freiner la tempête progressiste? Je ne sais pas. Moi, ça me fait vraiment peur. Surtout au cours des dernières. On va en parler plus tard, les nouvelles, là, mais tout ce qui se passe en ce moment sur la perte de nos droits, notre liberté, les gens se font vraiment enlever le peu qu'ils ont, puis c'est comme s'ils acceptaient. C'est comme, ça fait partie de notre vie. C'est pour la protection, pour être assuré de quelque chose, on va se faire brimer nos droits et libertés. Ben, c'est ce que je reviens toujours à dire, c'est que les gens n'ont pas appris à prendre des décisions par eux-mêmes. Les gens n'ont pas appris à voir, peser le pour et le contre. C'est plus des choses qui sont enseignées à l'école. C'est on va te donner la marche à suivre de comment penser, mais on va jamais te dire, écoute, trouve la solution par toi-même. On n'est plus capable de faire ça, de trouver des solutions. On a toujours beaucoup de difficultés. Faut toujours se référer à l'État, se référer au gouvernement, parce que par nous-mêmes, on est vraiment là complètement perdus. Puis, c'est aussi le principe de droit. Maintenant, il semblerait que tout est un droit. Le droit d'avoir un emploi, le droit tout est un droit acquis. Et ça, je suis désolée, mais il y a un moment donné, il va falloir que les gens fassent la distinction entre un privilège et une acquisition qu'on travaille pour arriver à nos fins, et la différence avec un droit. Parce qu'un droit, là, en fait, le droit, on a le droit de respirer. On a le droit d'avoir les mêmes opportunités que n'importe qui d'autre, mais on n'a pas le droit d'avoir le même salaire que n'importe qui d'autre. On n'a pas le droit d'avoir... C'est une question de chance. On est tous peut-être au même niveau, point de vue en tant qu'humain. Mais là, c'est rendu qu'on fait la discrimination positive pour valoriser un tel type d'individu au détriment d'un autre type d'individu. Et à la fin, ça fait un déséquilibre, et les gens, ils prennent pour acquis que telle chose m'est due. Puis ils vont même pas essayer de travailler pour, non, c'est mon droit, je suis un être humain, j'ai droit à ça. Non, je suis désolée, l'être humain a le droit de respirer, a le droit à s'épanouir s'il fait l'effort. Mais non, tu n'as pas le droit d'avoir
des coupons gratuits pour être donnés à manger si tu fais pas l'effort. Si tu fais pas l'effort, exactement. Ça me revient toujours à me souvenir de, tu te rappelles la dame à la télévision qui avait, je sais pas combien, 12 enfants? Oui. Et elle dit, quelqu'un doit payer pour ses enfants. C'est ça, quelqu'un doit payer pour ces enfants-là. Mais oui, mais c'est parce que t'es pas capable de t'en occuper. Arrête d'en faire. Je veux dire, il y a comme un moment donné, c'est vraiment difficile, sauf que c'est des personnes qui ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, mais de l'autre côté, ils ne veulent pas donner leur droit sur cet enfant-là à quelqu'un d'autre, mettons en adoption. Donc tu te retrouves avec l'État impliqué encore dans la vie des autres. Puis cette dame-là, elle était fâchée contre la société parce que comme elle ne payait pas son loyer, bon, on lui demandait de partir, mais je veux dire, c'est comme elle mettait le fardeau sur le dos de la société. Moi, j'ai fait ça, je suis pas capable d'arriver assumé pour moi, je ne peux pas. Et vois-tu, c'est pas cet individu-là qui est responsable. C'est moi s'il y a quelque part où est-ce que je peux mettre le point là, de dire OK, la faute c'est la faute au système. Parce que cette dame-là, peut-être dès la naissance, on lui a donné l'impression qu'elle n'avait pas à faire aucun effort et qu'il allait toujours avoir un support, quelqu'un qui allait prendre en charge sa vie. Alors, c'est ça la grosse problématique. C'est pas juste dire, mais c'est de ta faute, tu es ça. C'est que on a mis la société, et la société québécoise, c'est ça, en fait. On va en parler un peu plus tard avec notre invité, sur comment nous, on a été amenés dans un moule qui fait que l'État est la solution. L'État est la raison pourquoi on est capable d'arriver où est-ce qu'on est rendu. Et ça, on apprend ça dès la naissance. Je ne dis pas qu'à la naissance, mais dès le jeune âge, on se fait endoctriner, on se fait dire, ben regarde, c'est la direction à prendre. Et l'État mamelle, va supporter tes besoins. Alors, comment t'as pas à t'en faire, c'est ça, aucune responsabilité. En fait, si il t'arrive une merde, tu es considéré comme étant malchanceux, donc c'est pas de ta faute, et l'État va s'occuper de toi. Puis, c'est ça. Là, juste avant de passer à l'entrevue, je sais j'aimerais qu'on puisse enchaîner l'entrevue bientôt. Juste avant, j'aimerais faire un petit retour à l'émission de la semaine passée avec notre invité Ulrich Génisson et de faire, je sais qu'il y avait certaines personnes qui avaient amené pas des commentaires, mais qui disaient c'est un peu dommage parce que cette personne-là est très intéressante, mais au bout du compte, on n'a eu aucune solution. La solution, vue de manière libertarienne, c'est pas une solution qui se règle là à coup de claquement de doigts. C'est une solution à long terme. Puis comme je disais, moi j'ai écrit par la suite, j'ai dit on va sûrement réavoir cet invité dans le futur. La différence, c'est qu'on peut pas arriver à dire tu veux appliquer une mentalité libertarienne, tu dois suivre tel guide, telle approche. Ça doit venir naturellement. Et c'est à l'individu de prendre les moyens. C'est de commencer à lire, commencer à questionner le système. C'est ce qu'il disait. En fait, tu dis qu'il amenait pas de solution, mais il a amené un petit bout de solution dans le fait qui donnait, c'est ça, il disait, écoutez, bon, vous, par votre radio, vous apportez un peu la mentalité libertarienne, il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des gens qui vont écrire dans, tu sais, qui sont dans les médias, puis qui vont peut-être écrire des papiers là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est que pour changer, c'est pas le système qu'il faut changer. Le système, il vient des individus, donc c'est la mentalité des individus. C'est difficile de changer une mentalité d'individu. C'est comme dans la matrice. Les gens sont dépendants du système. Donc, c'est une solution qui va se faire à long terme, mais tant que les gens n'ont pas touché à cette mentalité libertarienne-là, qui voient pas comment ça peut fonctionner, pour vrai, comment concrètement on peut arriver à avoir un monde qui serait plus libertarien, les gens ne vont jamais changer parce que pour eux, la seule façon de pouvoir vivre en société, présentement, c'est en apportant le socialisme.
Oui, puis en ayant l'intervention très abusive, très énorme du gouvernement. C'est exactement ça. Alors, les solutions, en fait, vont venir avec le temps. Nous, ce qu'on veut avancer avant tout, c'est de trouver des petits moyens, de lancer un peu comme la pêche, quand tu lances et tu espères que quelqu'un va attraper l'appât, et à partir de là, il va se renseigner, il va commencer à s'ouvrir, il va se poser des questions, il va poser des questions sur son environnement aussi. Et c'est la meilleure façon que on va être capable de briser le moule et de dire, bon, ben, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un guide, là. Il n'y a pas libertarien pour dummies, là, puis ça, là, puis à la fin de la semaine, là, je suis rendue transformée. Même toi et moi, on n'est même pas rendu dans... Moi, je veux pas parler pour toi, mais je parle pour moi. Moi, c'est un processus qui est continuel. Il y a beaucoup de choses que je fais dans ma vie qui sont encore très dépendantes du système. Et j'essaie graduellement de me détacher et je me renseigne pour savoir quelles sont les solutions. Mais tu peux pas devenir libertarien du jour au lendemain puis dire, c'est justement ce qu'on va en discuter avec notre invité, là. On va enchaîner de ce pas. Mais c'est pas un processus qui se fait de façon quantitative, qu'on dit, OK, de telle période à telle période, tu fais tel training puis t'es transformé, là. C'est pas un makeover. C'est vraiment un processus qui peut prendre beaucoup de temps et ça varie d'une personne à une autre. Ouais, puis moi, pour enchaîner avec notre invité, j'ai rencontré Daniel, notre invité. Je peux même pas te dire quand. Il m'avait contacté puis tout ça, et en lui jasant, je me suis rendu compte, puis je le réfère toujours comme étant le gars le plus libertarien que je connaisse. Pas juste par sa pensée, mais par ses actions, parce que c'est bien beau de dire on est libertarien, on en rencontre tous. Ah oui, moi je suis libertarien, mais en fait, tu te rends compte que dans sa vie de tous les jours, ben écoute, il vit dans le socialisme, c'est-à-dire qu'il va envoyer ses enfants au CPE, il va travailler comme fonctionnaire pour le gouvernement, bon. Mais lui a décidé de vivre en libertarien. Je crois que de le vivre en libertarien, c'était difficile au Québec, donc il s'est exilé, il est au Guatemala. Salut Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel. Oui. Donc, moi, là, ce que je suis curieuse de savoir, c'est au départ, qu'est-ce qui a fait en sorte que ta pensée a changé parce que je crois que tu étais de socialiste à libertarien. Oui, en passant, c'est la première fois de ma vie que je fais une entrevue. Fait que pour vos écouteurs, là, Julie m'a convaincu d'en parler. Sinon, je reste quelqu'un plus, disons, tranquille. J'en parle avec des amis, mais très pas bien public. Moi, je dirais que quand j'étais à l'école, peut-être même la première année primaire, j'ai quand même une bonne mémoire. On nous parlait des problèmes socialisés, puis la question c'était qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour résoudre tel problème. J'avais pas le concept de l'État, mais on savait c'était quoi le gouvernement, même quand on était très jeune. Donc, tout le temps que j'ai grandi, ça a toujours été, quand il y a un problème, puis il y a toujours des problèmes, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Ça nous met un peu dans une boîte. En anglais, il y a ce qu'on appelle thinking out of the box. Si tu penses toujours qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour résoudre le problème, t'as pas beaucoup d'options. Même lorsque j'étais à l'université, on avait des exercices à faire. Puis j'étudie comme ingénieur, donc c'est pas là, j'ai pas étudié les sciences politiques, mais malgré tout, on avait des cours, puis c'était tellement biaisé les cours. Je me souviens, si je peux prendre quelques minutes, on avait un exercice que on faisait la simulation du commerce entre les pays. Premièrement, c'est pas les pays qui font du commerce, c'est les individus entre les pays qui s'échangent des biens et services, et non des pays. Puis ça se donne que moi, l'équipe que je me suis retrouvée, c'était celle de l'Afrique. Puis on avait des papiers, des ciseaux, des compas, puis il y avait aussi des petits stickers rouges. Je me souviens très bien de l'exercice. Puis il fallait faire des cercles. Puis nous autres, l'Afrique, on avait eu, c'était une feuille de papier. Puis on n'avait pas de ciseaux, on n'avait pas de compas. Fait que il fallait déchirer le papier pour essayer de faire des cercles. Tu avais les États-Unis, qu'eux autres, ils avaient reçu une pile de 500 feuilles de papier. Il y avait les ciseaux, les compas. Tu avais le Japon qui avait des compas, puis des ciseaux, mais pas de papier. Puis tu avais le Brésil, que lui, avait plein de papier, mais il n'y avait pas l'affaire. Puis là, le monde essayait de faire des échanges.
Puis là, il expliquait, le gars, que ben là, il s'apprenait le gouvernement pour régulariser les affaires, puis tout ça. Puis finalement, quand que tu regardes les choses d'un truc plus tard, puis là, en plus, il fallait que tu aies le sticker, que ça soit approuvé par l'Organisation internationale du commerce. T'sais. Ça, c'était le concept qu'on avait. Puis là, c'était d'en discuter comment qu'on pourrait améliorer puis de faire un système plus équitable. Puis finalement, le fameux sticker rouge qu'il fallait appliquer sur le cercle. Pour qu'il soit vendable puis accepté par le professeur, parce que le but c'était d'en faire le maximum. Puis le professeur, ben vu que nous autres, il était déchirés au papier parce qu'on n'avait pas de ciseaux, puis on avait qu'une feuille de papier qu'on ne peut pas vraiment négocier avec les autres pays qui avaient plein de ressources. Finalement, il nous avait donné, je pense, un demi-crédit ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça a été une leçon. Écoute, je me souviens de cet exercice-là, mais c'était tellement subtil de comment que le système était, puis là, c'est comment de réformer l'Organisation internationale du commerce pour inclure l'Afrique, puis là, ben là, si chaque pays donnait un petit peu, ça pourrait aider, puis ci, puis ça, puis moi, quand j'étais à l'université, le cours d'économie nous expliquait qu'une guerre, c'est une bonne chose, parce que ça crée des emplois, puis quand que l'économie allait pas bien, ben, il fallait que le monde emprunte de l'argent, parce qu'il manquait d'argent dans le système. Donc, tu empruntes de l'argent pour que tu puisses dépenser. Puis là, ma question, c'est, mais si tu empruntes de l'argent parce qu'il manque d'argent dans le système, il va falloir un jour que tu la repayes, cet argent-là. Donc, tu viens de repousser le problème à plus tard. Puis en plus, tu payes avec intérêt. Ça veut dire que dans le plus tard, il va y avoir moins d'argent dans le système. Donc, non, mais saviez-vous que les femmes battues aussi, hein, les femmes battues, là, ça crée de l'emploi, Ben, tous les phénomènes. Toutes les histoires du tsunami au Japon, puis tout ça, je peux parler longtemps. Écoute, un coup que tu regardes les choses dans un autre angle, tu t'aperçois que ça n'a aucun sens. Puis, d'un autre côté, on m'enseignait à l'université que quand il y avait trop d'argent dans l'économie, puis là, jamais qu'on posait la question pourquoi il y a trop d'argent. Tu sais, c'était comme un fait, un peu comme, mettons, ben, il y a un orage ou il y a une tempête, il y a trop d'argent. Là, le gouvernement vend des bons, donc le monde donne de l'argent au gouvernement en échange d'un bon, puisqu'ils peuvent pas dépenser le bon, ça l'enlève l'argent en circulation. Puis là, ma question, c'est, oui, mais qu'est-ce que ça fait quand ces personnes-là vont revendre leurs bons? Ça va être de l'argent qui va retourner dans l'économie. Oui. Et en plus, souvent, ils vont avoir des intérêts parce qu'ils font pas ça par charité. Puis, j'ai très bien réussi. J'ai pas poché aucun cours, mais j'avais des réponses, puis des questions qui n'avaient pas de réponse. Et j'étais curieux, fait que je me suis mis à chercher sur Internet. Puis, j'étais socialiste dans le sens que j'avais eu l'éducation que tout ce que le gouvernement donnait, c'était quasi gratuit. Donc, j'ai grandi, on n'était pas riches, on était quand même très pauvres. Ben, pas très pauvres, mais tu sais, il fallait tout qu'on travaille. Mais on avait beaucoup à cœur d'aider les autres qui étaient encore plus démunis que nous autres. Fait que c'est comme ça que j'ai grandi. Puis pour aider les pauvres, ben, si le gouvernement offrait de la nourriture, puis il offrait les maisons pas chères, puis transportation. Mais le problème que j'avais, c'est que je suis quelqu'un qui cherche des vraies solutions. Puis là, je réfléchis, je dis comment? C'est pas juste ça devrait être, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, un plan d'action. Puis à toutes les fois que je pensais à un plan d'action, il y avait toujours un problème. Si on fait ça, ça va résoudre la corruption. Si on fait tel système, ben là, c'est des incompétents qui vont être en place. Si on fait ça, tu sais, j'étais jamais capable de trouver une solution au système de dire, ben, si le gouvernement fait les maisons, puis là, la question, c'est, ben, quel genre de maison qu'on va bâtir? Si le gouvernement s'occupe de la nourriture, ben, qui va distribuer? Puis là, je dis, mais le bureaucrate qui distribue la nourriture, il va sûrement donner à ses amis ou garder ça pour lui. C'était pas facile de dire, OK, c'est comme ça, puis, mettons, même si on est d'accord, puis, en lisant un jour, j'ai eu un article qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est comment que donner du welfare, parce que c'est tout en anglais que les articles finalement libertariens, que si tu transfères de l'argent d'une personne riche à une personne qui est pauvre, assumant qu'il n'y a aucune corruption, assumant qu'il n'y a aucune perte, qu'il n'y a rien, la personne qui est pauvre ne produira pas. OK? Elle va consommer, donc elle va appauvrir la société. Et le riche va s'appauvrir par le fait même. Le riche va s'appauvrir, le riche aussi va se décourager, il va avoir moins de motivation à travailler. Puis là, c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, tout le système que j'avais qui était de dire, on a besoin de l'État pour aider le sort des pauvres. Puis là, oublie l'histoire de régulation qui empêche les petites entreprises, oublie ça. On parle là simplement d'un transfert, de dire, on va prendre la personne comme un gars comme Bill Gates, qui a beaucoup d'argent, que même si on élève 10%, il s'en rendra même pas compte, puis on va le donner à 1000 personnes qui sont très, très pauvres.
Puis après ça, c'est là que je me suis mis à lire. J'ai beaucoup lu sur Mises.org, Ludwig von Mises Institute, qui s'appelle The Austrian School of Economics. D'ailleurs, je suis tombé sur ce site-là au hasard. C'est un article, je crois que c'est écrit par un Pierre qui est du Québécois libre. J'ai oublié son Pierre nom. Desrochers? Peut-être. Je pense que c'est Pierre Desrochers. Il y avait en bas de la page un lien subscribe. J'ai mis mon email, puis je me suis mis à recevoir l'article à chaque jour. Puis ça a été fascinant parce que ça parle des problèmes de la vie courante. Mettons comme un article, une fois, si ça a l'air banal, les tomates fripées sont bannies en Floride. Puis là, c'est comme, non, mais pourquoi ils ont été bannis? C'est que ceux qui ont des belles tomates veulent pas avoir de la compétition de ceux qui ont des tomates fripées, donc ils vont voir le pour faire une loi. Puis là, la solution, c'est pourquoi pas laisser les consommateurs choisir s'ils veulent acheter des belles tomates lisses ou des tomates fripées. Puis si les tomates fripées sont moitié prix, peut-être que du monde dit, ben moi je fais une soupe, ou peu importe, ça me dérange. Je m'en fous, c'est ça, je fais de la sauce à spaghetti. Puis c'est tous des articles, mais quand ça fait 10 ans ou 12-13 ans, ça fait ça que je lis. À un moment donné, on finit par assimiler le concept, on finit d'oublier tout ce qu'on a été, l'éducation publique qu'on nous a enseigné, toutes ces doctrines. Mais regarde, Dan, tu parles des tomates. Moi, je fais juste référence au Québec avec l'industrie du lait et les quotas. C'est rendu que le petit fermier qui a 3-4 vaches, lui, il peut consommer son lait, mais il n'a pas le droit de vendre son lait à son voisin, quoi que ce soit. Non, tout est régularisé. On jette des quantités incroyables de lait. Moi, je regarde, à chaque fois que je vais au Québec, je m'amuse. Écoute, j'ai de la famille qui vit proche des douanes américaines. Eux, ils traversent. C'est pas compliqué, ils vont traverser. Puis souvent, le commentaire, c'est « Ah, le lait américain, c'est boosté, c'est pas bon. » Moi, j'ai toujours consommé du lait organique. Mon lait organique... Biologique. Biologique. Mon lait biologique c'est vrai. Coûte... par gallon. Je veux dire, si tu compares les poches de lait, puis tu convertis tout ça, moi, c'est à peu près 4 à 5 $ de moins que je paye avec du lait biologique versus le lait basic du Québec. Puis on a beau essayer de nous argumenter, de dire « Ah, mais nous, la qualité. » La même chose avec la SAQ, c'est que tu crées un monopole, tu crées des lois, puis tu barres toute concurrence, ben qu'est-ce que ça donne? Ça donne des abus d'un bar. Puis les consommateurs sont piégés, puis ils peuvent rien faire d'autre. Alors, absolument. Écoute, les tomates, c'est bête. D'interdire une tomate qui est pas fraîche ou qui est pas lisse, c'est imbécile. Non, ils sont fraîches. Ils sont juste qu'ils ont une forme un peu plissonnée, là. Oui. Le gars avait des photos, là, puis c'était vraiment l'association des tomates qu'il aimait pas, qu'il y avait eu, enfin, mais c'est banal, mais quand tu lis plusieurs articles comme ça, que ce soit sur n'importe, à un moment donné, on finit qu'on acquiert un contexte différent, puis qu'est-ce que j'aimais de Mises, c'est qu'il parle de solutions, pas juste de problèmes. Puis à un moment donné, avant même de lire l'article, j'ai déjà une idée de qu'est-ce qu'ils vont suggérer comme solution. Oui. C'est ça qui a changé, je dirais, le site web qui a eu le plus d'impact sur ma vie, ça a été ce site-là, de Ludwig von Mises. Mais en fait, c'est tout la gratuit, solution pour des livres, la solution pour eux à 90%, c'est subventionner. Toutes les solutions, les problèmes de banque, on va bailler out, les problèmes de l'industrie des poissons, du lait, c'est la subvention. Et les subventions, ils viennent de où? Ils viennent soit des poches des contribuables ou bien ils viennent on emprunte. Mm-hmm. Tu te ramasses avec un Québec, une dette de quoi? Au-delà de 250 milliards de dollars. Cette dette-là n'a pas été faite parce que les contribuables sont irresponsables. C'est parce que l'État s'est endetté et a décidé de prendre des décisions qui font que il n'y a même plus moyen de rembourser cette foutue dette-là. Fait que Mais Dan, toi, bon, là, ça t'a ouvert les yeux, mais par la suite, t'as commencé dans ta vie de tous les jours, à vivre en libertarien. Tu t'es comme détaché de l'État de plus en plus. Ben, ça commence mentalement. Ouais. Je dirais ça a été beaucoup de lecture. Je dirais une des choses que j'ai vitement constaté, c'est qu'au Québec, il n'y avait pas beaucoup de grande place pour le libertarien. Donc j'ai voulu, je me cherchais une communauté que je pouvais vivre. Ça, c'était une des premières choses que j'ai fait une démarche. J'ai même fait une subscription, qu'est-ce qu'on appelle le Free State Project au New Hampshire. Oui. C'était
avant même l'an 2000. Donc, c'était quand même assez avant-gardiste. J'ai eu la chance de parler personnellement avec Jason Soren, qui était le fondateur des personnes. Qu'est-ce qui est arrivé malheureusement, c'est qu'après le 11 septembre, c'était pratiquement impraticable parce que venir aux États-Unis, c'était devenu de plus en plus hostile. Dans le passé, c'était quand même assez facile, surtout pour quelqu'un qui est un Canadien, puis que tu as l'air canadien. Là, je dis pas si t'es un immigrant que t'es arrivé puis qui t'ont nationalisé canadien, mais si tu as l'air d'un Canadien normal aller aux États-Unis, c'était toujours, je dirais, agréable. Puis aussi, le fait que je me suis dit, si je vais aux États-Unis, je vois comme un citoyen de deuxième classe. J'avais cette impression-là, dans le sens que tu seras jamais accepté 100%, mais il va falloir que tu payes les taxes, tu n'auras pas le droit d'avoir, mettons, des armes ou des trucs comme ça. Tu sais, le temps d'avoir une citoyenneté, ou même si tu as une citoyenneté, si tu n'es pas né là-bas. Puis j'ai eu des très, très bonnes expériences aux États-Unis, rencontrer du monde. Mais donc, je me suis mis à chercher d'autres alternatives. J'ai beaucoup cherché sur Internet, toutes les petites communautés qu'il y avait, que ce soit du monde qui voulait faire un village libertarien, tout ça. Je dirais que qu'est-ce qui me manquait le plus, c'est à toutes les fois que je visitais leur site web ou tout ça, je disais, c'est quoi les règlements? Comment que ça fonctionne? Qui est en charge ici? Comment que le système de décision est pris? Puis la majorité du temps, c'était, le fondateur, c'est lui qui décide tout, Grand Manitou, Grand Michoui, je veux dire, ouais, puis là c'est comme puis nous autres il faut absolument que tout le monde mange organique. Bon, là c'est comme c'est parce que j'ai rien contre ça, mais je veux pas qu'on l'impose. J'ai parlé avec d'autres personnes, même des chefs de tribus autochtones. J'ai eu la chance de vraiment même de rester chez eux, tout ça, tu sais, pour discuter. Puis là, il y en a un qui dit moi, dans mon affaire, c'est illégal de travailler le dimanche. Parce que je veux que tout le monde se repose. Là, je dis, mais ça, c'est une bonne c'est une bonne cause, mais j'ai dit, on a besoin des médecins le dimanche, du monde qui sont pompiers ou quoi qu'un accident, besoin même du monde. C'est encore d'imposer quelque chose, tu sais. C'est ça, exactement. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce monde-là qui viole la règle? Vas-tu les mettre en prison? Puis j'ai dit, pourquoi pas créer un système économique favorable que le monde peut gagner assez durant la semaine, que le dimanche, ils peuvent se reposer, ils n'ont pas besoin de travailler. Si la personne travaille le dimanche, souvent, c'est peut-être parce qu'elle aimerait avoir un petit peu d'argent, parce qu'elle a de la misère à arriver. Donc, peut-être qu'elle va pouvoir se payer une petite sortie ou quelque chose comme ça, ou juste qu'elle a besoin. Puis j'ai dit, on a besoin du monde qui travaille le dimanche. Puis c'est pas à l'État à choisir. C'est ça, c'est volontaire. C'est une action volontaire. Mm-hmm. C'est ça. Que si tu vas au restaurant, quelqu'un qui va au restaurant, les repas, ça se cuisine pas tout seul. Puis le marché va faire que si tout le monde veut rester le dimanche, c'est un peu comme à Noël, si tu te dis, moi, je paye salaire trip pour quelqu'un qui travaille la journée de Noël, il va y avoir quelqu'un qui va être volontaire, dit, moi, regarde, mes enfants, ils ont 2 ans, ça dérange pas si on rouvre les cadeaux le 24 ou le 26, je veux dire, tu sais, pour 3 fois le prix, je vais le faire, puis si c'est pas 3 fois, c'est 4 fois le prix. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, moi, je vais le faire, le travail, je vais travailler de nuit, c'est toute une question volontaire plutôt que d'être imposé. Donc, je cherchais pour une communauté, j'en ai contacté peut-être une 10-15aine. Chacun avait comme un peu, je dirais, qu'est-ce qu'on appelle intentional community, avec une intention, mais j'en cherchais une que l'intention, c'était la liberté. Puis, pas facile. C'est assez de base, ils ont toutes leur propre affaire. Puis, mettons la personne qui est en tête, tu dis, ah oui, cette personne est bonne. Mais là, tu dis, qui va être le prochain leader? Ça va être son fils. OK, son fils habite même pas là. Ça, c'est un cas vrai. Il est peut-être dans un autre pays. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire, lui, s'il habite pas là? Il s'en fout complètement. Il peut faire toutes sortes de règlements. Puis, j'ai eu une expérience qui a quand même été très bonne au travail. Puis, j'avais un ami qui était dans une autre équipe. Puis, c'est relié. Je vais juste expliquer pourquoi que j'en suis là. Puis, il me disait, je comprends pas. Il dit, je vais dire ma boss pour juste distinguer entre le gars et le fait. Je pense que c'est une femme aussi. Il dit, elle est toujours après ce gars-là. Elle est toujours en train de le critiquer, toujours en train de l'abaisser, tout ça. Puis il dit, je comprends pas. Il dit, il y a tellement des bonnes idées, il dit, il ferait un meilleur boss. Puis là, j'ai dit, c'est peut-être pour ça qu'elle elle veut pas de compétition. Puis le fait que j'ai quand même été une personne, en général, qui a des idées assez, le monde qui a dit, ah oui, c'est quand même pas mauvais comme idée. Toutes les fois que je rejoins une communauté, j'ai toujours l'impression que je vais me retrouver en compétition avec le leader, tout ça. Donc, il va vouloir, probablement, à un moment donné, dire, lui, je veux pas l'avoir parce que il m'enlève. Je vais te donner un exemple. Il y avait quelqu'un qui avait une communauté,
Puis il dit, nous autres, on n'a pas de taxes. Hey, c'est super, moi j'aime ça. Puis là, j'ai dit, explique-moi un peu comment que ça va marcher. Puis là, il dit, moi, mais le gouvernement, il possède le terrain, puis le monde, il faut qu'il loue le terrain au gouvernement. OK, ça ressemble pour moi du fudéalisme, là. Puis en plus, l'ironie, c'est que tu demandes à ces personnes-là qui se disent des grands libertariens, tu dis, est-ce que tu connais Frédéric Bastiat? Est-ce que tu connais Murray Rothbard? Est-ce que tu connais Ludwig von Mises? Puis tous les nouveaux écrivains contemporains, Lew Rockwell, ils ont jamais lu quoi que ce soit. Ils ont jamais connu, ils ont aucune idée de quoi que tu parles, mais ils se sont dit des grands libertariens, là. Puis là, tu leur demandes, qu'est-ce que tu as fait? Ah, moi, j'étais en occupation en Irak, j'étudiais les stratégies de commando. C'est comme, je peux voir ça dans le domaine libertarien, tu sais. Puis là, il veut faire sa propre communauté, là. Puis là, en fait, qu'il fasse sa propre communauté, c'est de ses affaires, mais que je comprends un peu ton côté désemparé de la chose. Moi, ça me fait penser un peu à des community gates. Chaque community gate arrive avec leurs règles, ça, puis tu te soumets ou bien tu vas ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai déménagé, en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai déménagé cette semaine. Je suis à 2 rues, je suis sortie de ça. Écoute, c'est drôle parce que je suis pas trop, tu sais, je fais pas des choses trop bizarres, là. Je suis pas du genre à peinturer ma maison rouge, là. Mais juste de savoir que je peux pas rien faire, je peux même pas étendre mon linge sur la corde, je peux pas rien faire, ça me dérangeait. On est sorti de là pour cette raison-là. Donc j'aurais de la difficulté à vivre dans une communauté comme t'as vu. Mais est-ce que Dan t'en a trouvé une finalement? Ouais, parce que y a-t-il moyen réellement? Ouais. Je vais juste finir mon histoire. Puis là, ce gars-là, c'est ça, là, tu dis, là, je suis en désaccord, mettons, sur un point. Là, tu dis, tu devrais lire un peu, je te recommanderais de lire, mettons, Mises ou Bastiat. Puis là, il dit, c'est tous des philosophes idiots. Ben ouais, il les a jamais lus, là. C'est un gars, là, qui se dit libertarien. Il les a jamais lus, il les a jamais rien, puis il méconnaît ça. Puis le fameux gars, là, qui parlait de louer qu'il fallait que tu loues ton terrain, là, je veux juste revenir parce que c'est toutes des communautés comme ça que j'ai rencontrées. C'était vraiment, épeurant. Là, je dis, mais qui choisit le prix de comment que je loue mon terrain? Ah, il dit, à chaque élection, c'est le président qui choisit chaque terrain. Oui. Fait que là, le gars va dire, si tu votes pour moi, je vous le fais gratuit. Hey. Puis là, mettons, il t'aime pas, là, lui, il peut décider qu'il grimpe ta location de ton terrain à un prix exorbitant, à un point que tu es obligé de quitter parce que tu n'es pas capable de payer ou, tu sais, ça vaut pas la peine de vivre. Là, c'est comme, wow. Ça, c'est ça, cette définition. Puis là, j'ai dit, pourquoi que... Puis c'est comme ça qu'un peu l'idée est venue. J'ai dit, pourquoi que tu n'aurais pas un gouvernement, mettons, qui vend des services qui sont nécessairement gouvernementaux, comme, mettons, permis de conduire, certificat de naissance, des diplômes, des passeports, puis ça financerait un gouvernement minimum. Tu as toujours un revenu, parce qu'il y a toujours, je veux dire, mettons, un permis de conduire, ça se renouvelle, tout ça. Puis là, il dit non, parce qu'il dit, on a des investisseurs qu'il faut qu'il y ait un retour sur leur investissement pour la fameuse location du terrain. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, mon Dieu. Alors, on vient au même scénario. Le même scénario que le Québec, lui, ses investisseurs, c'est la FMI. Les États-Unis, ben écoute, t'as les grandes banques qui sont les investisseurs. Fait qu'on vient... Il y a continuellement le principe d'esclavage. Le peuple est esclave de ces investisseurs-là, puis il y a toujours comme une espèce de roue qui continue, là. Fait que tu t'en sors pas. Moi, mon idée, c'est, j'ai dit, pourquoi que tu ferais pas un système comme ça, puis chaque personne qui vient, les colonies, ceux qui viennent coloniser le village, ils achètent leur terrain, ils deviennent propriétaires de leur terrain. Donc, et puis là, parce qu'ils disent, les investisseurs ont pris des risques, j'ai dit, pourquoi pas que ce soit pas ceux qui viennent coloniser, qui achètent un terrain, puis qui prennent le risque de dire, regarde, ça c'est mon terrain, tout ça, puis je fais qu'est-ce que je veux avec. Plus ou moins dans le sens que tu peux pas polluer ton voisin et tout ça, mais si tu veux te bâtir une maison ou un restaurant, t'as pas besoin de demander permission aux voisins ou à la communauté. Et en cherchant, le premier site que je suis tombé, ça s'appelle Charter Cities. Oui. Chartercities.org, le monsieur s'appelle Paul Romer. Et c'est un projet, pratiquement le concept, c'est de dire on va créer une ville à partir d'une région non peuplée. Donc, on définit une municipalité ou une ville qui va se bâtir à partir de zéro. Et ceux qui sont intéressés à venir, et cette ville-là, qu'est-ce qui est spécial, c'est que elle fait ses propres lois, elle a sa propre police, elle a ses propres taxes.
le projet est un peu annoncé comme Hong Kong à la Chine. C'est-à-dire que Hong Kong, c'était une colonie plus ou moins britannique qui avait sa propre autonomie, qui avait sa propre monnaie, qui avait ses propres règles. Hong Kong, c'était pratiquement un marécage, c'était aussi pauvre que l'Afrique. Puis comparé à la Chine, ça l'a poussé incroyablement, ça l'a devenu. Puis même après que c'est retourné à la Chine, elle a quand même gardé beaucoup de son autonomie. Donc, c'est quand même un concept. Les petites villes, comme ce soit Singapour, Monaco, c'est tout, même Liechtenstein, les petits pays, c'est tous des pays qui ont un très, très haut niveau de vie pour leurs citoyens. Ce sont aussi des pays qui sont très, je veux pas dire le mot social, mais ils ont des bonnes relations avec leurs voisins. Le commerce, je veux dire, c'est des pays qui reconnaissent qu'ils peuvent pas tout produire à l'interne, donc ils ont des frontières très ouvertes pour que les biens, les services, les personnes. Donc, c'est vraiment le concept donc, quand j'ai appris que ce projet-là, ça fonctionne, je me suis dit que ça c'est une opportunité. Fait qu'on a décidé de déménager, ma femme et moi, au Guatemala. La raison au Guatemala, c'est qu'il y a une université qui est une université libertarienne, qui est pratiquement le cerveau de ce projet-là. C'est une université que chaque étudiant, pour graduer, qui apprennent la médecine, l'architecture, l'ingénierie, l'histoire, l'économie, les affaires, il faut tout qu'il ait lu Murray Rothbard, von Mises, Frédéric Bastiat. Il faut qu'ils prennent 5 cours dans ce domaine-là. Okay. C'est vraiment une vraie université libertarienne. Mais Dan, dis-moi donc quelque chose, parce que là, tu parles de l'Équateur, tu parles de l'Amérique centrale. Nous, l'image qu'on a de l'Amérique centrale, là, c'est que c'est des pays du tiers-monde. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de pauvreté. Moi, je suis surprise de voir qu'il y a un groupe libertarien qui veut fonder, c'est ça, un Charter City ou fonder vraiment un mouvement. Ça s'appelle la Startup City. Le nom a été changé, là. Mais oui, c'est le même principe. Mais explique-moi comment ça, nous, on a vraiment la perception, là, que l'Amérique centrale, là, c'est vraiment épouvantable. Ben, pas épouvantable, mais ce qu'on entend, c'est vraiment pas rose. Puis d'un autre côté, on a comme un groupe d'individus qui poussent à créer pratiquement une société parfaite ou une société, un meilleur monde. Alors, explique-nous donc, démystifie donc un petit peu notre perspective, là. OK. Premièrement, ces pays-là ont beaucoup souffert. Je pense que la CIA était pendant des décennies, il y a eu des guerres civiles. La population est tannée. La population, probablement, ici, a une méfiance totale de l'État. OK? L'État, c'est vraiment, alors qu'au Canada, aux États-Unis, c'est comme Dieu. Là. Si l'État a dit c'est la loi, il faut obéir la loi, personne ne se demande, un peu comme j'ai éduqué, il faut obéir aux lois. Puis là, personne ne pose la question, mais qui écrit les lois? C'est les politiciens du monde qui ont souvent les valeurs morales les plus basses, des menteurs, des voleurs. Je veux dire, c'est pas tout, là, mais en général, là, c'est pas les personnes les plus, les modèles de la société. C'est pas selon mes critères. Ici, c'est pas le cas. Quand que j'ai la chance de parler avec du monde, je m'aperçois que la majorité du monde, ils désirent toute la liberté. Donc, ils savent peut-être pas comment, mais je dirais la culture est quand même très libertaire. Le monde ne demande pas à l'État rien, ne s'attend à rien de l'État. Okay. Pratiquement la majorité, toute l'éducation c'est privé, la sécurité c'est privé, les routes c'est privé. Il y a pas, l'État s'occupe l'État est très incompétent. Fait que tout ce que l'État fait ici, c'est lent et toute la livraison, c'est pratiquement privé. C'est sûr que l'État a le monopole des postes, là, puis quand tu commandes de quoi, ça prend 2 mois à arriver, là, mais si c'est le privé, ils viennent te livrer les affaires à la maison avec des scooters, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le peuple comme tel, est-ce ils ont une qualité de vie comparable à nous en Amérique ou vraiment Non. Okay. C'est beaucoup plus pauvre. Il y a un grand écart entre les personnes riches puis les pauvres. Tu prends la ville de Guatemala, il y a des belles maisons, tout ça, mais si tu vas dans d'autres endroits, c'est pauvre. Un des problèmes dans les pays du tiers-monde, c'est que le monde a beaucoup de la difficulté à acquérir le terrain. Donc, ils vont se bâtir clandestinement. Si tu peux pas avoir ton terrain, tu n'investiras pas beaucoup. Les salaires, même un professeur d'école ou d'université va gagner entre 350 et 400 $ par mois.
Okay? Mais tu peux vivre avec ça. Les loyers sont pas chers. Quelqu'un qui gagne, mettons même un pensionné qui a 500 pièces par mois, là, il est capable de vivre facilement. Le coût de la vie est beaucoup moins cher, surtout si on compare avec les prix d'ici. Les prix sont souvent comparables ou peut-être même un petit peu moins chers. Mettons, si tu achètes des ordinateurs, des TV, tu peux acheter des portables pour 300 pièces. Mais 300 pièces, si tu gagnes 300 pièces par mois, c'est beaucoup. La connexion Internet va coûter, mettons, 30 $ par mois. Mais 30 $ par mois, si tu gagnes 300 pièces par mois, c'est beaucoup. Donc, ils sont pauvres, mais il y a eu beaucoup d'améliorations, comme les télécommunications, c'était possédé par l'État, c'est ouvert maintenant. Il y a plus de téléphones qui ont été vendus qu'il y a d'habitants au Guatemala. Tu peux t'acheter un téléphone pour 10 piastres. C'est ça ce que j'ai en passant. J'ai un téléphone qui vaut littéralement 10 piastres. Tu l'achètes d'un kiosque, puis tu pars avec, puis il fonctionne. Ils ne posent pas de questions, ils ne posent rien, ils sont juste contents de t'avoir vendu ton téléphone. Tu leur donnes ton 10 piastres ou l'équivalent de leur monnaie. Tu as une carte SIM qui vient avec, là, que tu peux changer. Fait que si t'es pas content, tu t'enlèves ton téléphone, tu peux en acheter un autre. Tu peux acheter une carte de SIM pour 3 $, puis ils vont te donner, je pense, 50 minutes en plus de puis les Startup City, là, ils vont. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand ça. Là, tu parles en Équateur, il y en a d'autres qui vont se créer en Amérique centrale. Qu'est-ce que ça va amener à la population? Parce que moi, ce que je vois, là, d'un œil externe, j'ai peur que ces villes-là qui vont être créées, ça va être comme des ghettos de riches, et tout autour, tu vas avoir les gens qui vont continuer dans la pauvreté. Est-ce que je me trompe littéralement en pensant de même, ou comment, c'est quoi la philosophie? C'est une bonne question. D'ailleurs, c'est la même question que je me suis posée moi-même. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont pour le projet du Startup City sont vraiment des libertariens. Contrairement à beaucoup, même Paul Romer, puis là je dis ça sur les ondes, fait que j'espère qu'un jour j'aurai pas parce que on s'est déjà contacté tout ça. Il est plus étatiste. Il croit, Paul Romer, son article, c'était c'est un autre gouvernement qui allait gérer les lois puis tout ça. Il espérait beaucoup que le Canada soit là. Donc le Canada amène ses lois au Honduras. Puis pour moi, c'est un peu comme du colonialisme, là, dans le sens que ça va juste être une colonie. Puis même, mettons, le salaire minimum qui est 10 piastres $ au Canada, il n'y a aucune chance que ça marche au Honduras. Ils ne gagnent même pas ça par semaine. Là, donc, il y a toutes sortes de trucs. L'idée, c'est que on achète un terrain. Donc, le gouvernement ne donne aucun terrain. OK? Puis, ce terrain-là, c'est du terrain qui est pas occupé en ce moment, c'est pratiquement de la jungle. OK? Et la communauté crée ses propres lois, ses propres règlements, c'est-à-dire que si tu veux venir ici, bon, il y a ci, il y a ça. Et ceux qui sont intéressés vont venir. OK? Donc, on vote par ses pieds. Si on veut que ça fonctionne, il va falloir faire des règlements qui sont équitables et tout ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le fait que le Honduras, c'est quand même un pays que le coût de la vie est bas, c'est qu'il y a toutes sortes d'opportunités d'emploi qui sont là, que ce soit faire des véhicules ou faire de la couture ou tout ça. C'est sûr que ça va être des emplois poches au début. Il n'y aura pas de magie, mais les personnes locales vont avoir... On peut pas amener des individus du premier monde à dire on va faire le travail, ça n'a pas le choix de créer de l'emploi local, acheter de la nourriture, tout ça. Ça, c'est le plus bas des choses. Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est un programme qui s'appelle Work for Food. C'est ceux qui sont intéressés, qui sont du tiers-monde, c'est que, mettons, tu as besoin de quelqu'un pour laver ton auto ou tondre ta pelouse ou peinturer, tu peux dire sur un site web, tu mets un peu comme des mini-offres d'emploi, puis les personnes locales qui sont intéressées peuvent venir pour travailler, mettons, s'ils travaillent 1 heure, ils ont 3 repas ou quelque chose comme ça. Je pourrais en parler longtemps, on m'a dit que j'ai pas assez de temps. Pour justement intégrer, puis le but, c'est de créer des emplois. Mais le gros de ça, c'est que ça peut devenir le prochain Silicon Valley. Et ça, c'est vrai, puis parce que moi j'ai eu la chance de lire la constitution en fait que tu avais écrit puis tout ça puis tout se tient là-dedans. Moi je me dis, as-tu pensé à ça? Ben oui, il a pensé à ça. As-tu pensé à ça? Ben oui, il a pensé à ça. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques en quelques mots comment fonctionneraient les prisons là-bas, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus accroché. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens, des libertariens, qui se disent, bon, les prisons, on fait quoi avec ça? Comment que c'est géré?
Bon, premièrement, c'est ça, c'est le monde va dire, c'est une utopie. Non, non, je crois pas une utopie. Je crois pas qu'il va y avoir beaucoup de crimes, mais pour les quelques fois qu'il va en avoir, il va y avoir des prisons. Puis là, la question, c'est comment qu'on fait des prisons si on veut pas avoir de taxes? Parce que je suis un peu allergique aux taxes. Donc, dans ma constitution, la seule taxe qu'il y a, c'est pour la maintenance du site web, puis le webmaster, il est élu avec un contrat, comme on embauche quelqu'un, puis c'est les payeurs de taxes qui payent chaque tête, plus ou moins. Là, sauf les personnes handicapées. Puis, enfin, les prisons, la façon que ça fonctionne, c'est que dans ma constitution, le monde qui vient, il faut qu'il soit d'accord au règlement. Puis le règlement, c'est que si tu es un prisonnier, le prisonnier a le droit de choisir sa prison. Donc, si, mettons, quelqu'un a fait un meurtre ou quelque chose qui est vraiment digne de prison, pas quelqu'un qui fume un joint ou une affaire de même, là, mais tu sais, un vrai crime, premièrement, il peut pas aller en prison s'il n'y a pas été un jury. La section 37 de la Magna Carta, qui est écrite il y a 800 ans, dit « No free man shall be put in jail without the trial of his peer ». Fait que ça va être un jury de citoyens qui va décider s'il doit aller en prison. Puis, la prison, c'est que pour être une prison, il faut que tu sois reconnu par le gouvernement. Donc, il faut que tu aies un minimum d'argent en banque. Fait que si tu fais des conneries, tu vas perdre ton dépôt de sécurité. Puis si accepte un prisonnier sans que tu aies passé par un jury, tu perds ton dépôt de sécurité. Donc, déjà là, celui qui va opérer une prison, là, il y a des règles à suivre. Et le prisonnier, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il peut magasiner la prison qu'il veut. Donc, une prison peut dire, ben nous autres, on va te garder pour 1000 $ par mois, on inclut des repas, on inclut ci. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu peux choisir ta prison, les prix risquent d'être bas, le coût, puis ils risquent aussi de t'offrir un emploi dans la prison. Fait que si tu es un programmeur en informatique, ou si tu fais des coupes de cheveux, ou si tu fais des meubles, ils vont te dire, regarde, on va te donner un bureau, on va se quitter 50-50, peu importe. Donc, tout le problème de violence, de tous les trucs qui se passent en prison, le fait que les prisonniers peuvent magasiner, peuvent même écrire des commentaires, ils ont le droit de bloguer. Ça, c'est un droit que j'ai mis aussi, c'est que le prisonnier a le droit d'expliquer son histoire qui est en prison. Là, on me dit que j'ai 5 minutes, fait que je peux pas trop en parler, là, mais c'est un contrat entre le prisonnier, en fait, et la prison. Et donc, dans le fond, tout le problème de, tu sais, le citoyen reste quand même responsable de ce qui va lui arriver, mais bon, il y a quand même un choix. Il y a quand même le choix de décider où est-ce qu'il va aller, mais ça reste une prison. Fait que moi, je trouve ça très bien parce qu'en fait, on va le faire travailler. C'est une réinsertion. C'est une réinsertion volontaire aussi. C'est en fait, contrairement, nous, on paye des millions pour ça, puis finalement, c'est comme si tu motives la personne à se réinsérer, puis si son acte est pas si pire, même il pourra retourner en liberté, si je comprends bien. Oui, puis la liberté, anyway, ça, je pourrais en parler un peu plus. C'est un peu stressant quand on me dit que j'ai plus de temps, mais je pourrais en parler longtemps sur les prisons, puis pas que j'ai de l'expérience personnelle, j'ai jamais fait de la prison, mais j'ai toujours un sens de justice, puis l'idée, c'est que le prisonnier peut avoir son compte de banque, il peut faire des profits, il peut avoir sa business, il peut même devenir millionnaire, mais il est obligé de rester en prison. Puis l'autre question aussi, c'est qu'il y a plusieurs des choses, surtout si c'est pas un meurtre, c'est que la seule personne qui peut le sortir de prison, c'est la personne qui a été victime. Il n'a pas fait un crime envers la société, il a fait un crime envers la victime. Mettons, je donne un exemple. Mettons, une personne a violé une femme. La femme peut dire, je veux $1 million. Puis là, le gars dit, ben moi, je ne peux pas payer. Bon, ben, il va en prison. Là, ben, la femme peut dire, finalement, j'ai changé d'idée, regarde, si tu me donnes un demi-million, t'es correct. Bon, ben, si les deux sont d'accord, puis là, le gars dit, ben, regarde, moi, je peux pas payer, mais je vais te donner 1000$ par mois pendant tant d'années. Si les deux sont d'accord avec ça, la personne est libre. Je veux dire, il a payé sa dette, ou il paye. Puis tant qu'il paye, c'est sûr que s'il arrête de faire ses paiements, il retourne en tôle, là. Tu sais, Donc, le système de prison, ça va être vraiment pour ceux qui ont aucun désir de coopérer ou quoi que ce soit, où ils ont fait des crimes qu'il n'y a pas moyen de payer, comme mettons le meurtre ou quelque chose comme ça. Mais si il existe, puis la question de pardon aussi, ça je pourrais en parler longtemps, de c'est quoi être sincère quand on demande pardon puis qu'on regrette son crime versus juste de demander à quelqu'un d'oublier ça pour pouvoir recontinuer. Il y a une différence. Puis une affaire aussi de responsabilité, c'est que dans mon système, c'est que chaque personne, il faut qu'il soit membre d'une société civique qui, elle, est responsable de les actions de ses membres, un peu comme une église ou quelque chose comme ça. Là, ses propres règles. Donc, si tu veux pas payer ta prison, c'est ton groupe qui va payer pour toi. Tes frais d'incarcération. Donc, il faut que tu magasines ton groupe. Fait que le groupe va te charger un frais. Fait que si tu as une mauvaise réputation, ça se peut qu'il n'y ait aucun groupe qui te veut. Puis s'il n'y a aucun groupe qui te veut, ben il faut que tu quittes. C'est ça l'entente. À moins que tu sois né là. Puis là, la question, du monde va dire, ouais, mais si t'es né là, qu'est-ce que tu fais? Ben là,
il existe d'autres façons de gérer ça. Mais quelqu'un qui a grandi dans un domaine de liberté puis qui a pas connu beaucoup de violence, c'est un peu comme quelqu'un que toute sa vie, sa famille puis son entourage sont des végétariens. Les chances qu'ils deviennent cannibales sont très faibles. Même nous autres, qu'on mange la viande régulièrement, on n'a pas envie de manger nos voisins. On a des amis pour dire, mais on les mange pas. Donc, ça va être pour une autre émission, je pense. Hein? Oui, ben c'est ça. Nous, écoute, on pourrait le garder, comme j'en ai parlé là, hier, on pourrait le garder 3 heures, puis même continuer encore. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'au cours des prochaines semaines, je sais que ton projet, il risque d'avoir, tu sais, de l'avancement. Il y a toujours de l'avancement, mais quelque chose de gros va venir à partir du mois de juillet, août, je pense. Puis on pourrait se reparler dans ce moment-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Moi, ce que tu viens de parler, là, c'est tout à fait un monde qui sort de l'ordinaire et c'est fascinant. J'aimerais qu'on puisse se rencontrer un autre. Là, il y a personne qui va dire qu'il n'y avait pas de solution, là, hein? Ah oui, c'est une vraie solution pratique, puis le projet, c'est vraiment réel. Ah, mais c'est sûr qu'il y a toujours une chance, là, comme un coup d'État, puis le président se fait assassiner, là. Je veux dire, tout est possible, là, mais dans ce projet-là, ça fait 2 ans que le gouvernement du Honduras a modifié sa constitution, puis les votes sont très, très forts. Là. Je vais donner un exemple. Le premier vote qu'il y a eu, quand ça a été voté au Congrès du Honduras, il y a eu 126 députés qui ont voté en faveur contre 1. Wow. Hey, 126 contre 1, là, c'est quand même, là, puis on parle des deux côtés, même de l'opposition, tout ça, là. Je pourrais parler longtemps de c'est quoi les bénéfices du pays d'avoir ça. Gars, je vais juste prendre une autre minute. L'idée est venue originellement, ça vient du gouvernement, cette idée-là. Donc, c'est pas une idée que quelqu'un essaie de les convaincre. Puis là, c'est d'autres personnes comme moi ou tout ça qui ont dit, hey, c'est une bonne idée, on va joindre. Donc, c'est quand même une autre approche que tu essaies de convaincre, puis tu donnes des pots de vin au gouvernement pour essayer d'avoir ton idée qui passe. Le Honduras, c'est la capitale du meurtre. Ok, on peut parler de toute la sécurité, là, mais selon Wikipédia, il y a le plus haut crime, il y a tout ça. Les opportunités sont pas belles. Ils perdent environ 85 000 de leurs citoyens par année pour un pays qui a 8 millions d'habitants. Ça, c'est les plus éduqués, les plus vaillants, les plus intelligents. Ils partent vivre aux États-Unis, en Europe, au Canada. Partout, c'est qu'ils peuvent gagner 10 fois plus qu'au pays. Et ça coûte au pays énormément parce qu'ils perdent leurs entrepreneurs, ils perdent tout ça. Puis l'idée, c'est de dire, hey, si on peut leur donner un bout de terrain, qu'ils sont capables de s'organiser eux-mêmes, plutôt qu'ils quittent le pays, au moins ils vont créer des emplois locaux. C'est comme ça que l'idée est venue. Ah bon. OK? Donc, c'est pas juste... Écoute, l'Amérique latine, je crois qu'il perd 2 millions de personnes par année. À chaque année. C'est immense. Ça représente 1% en tout cas, le Honduras, c'est 1% de leur cerveau par année. Imagine si on perd 1%, là, puis le 1% fait toute la différence parce qu'une personne intelligente, comme mettons Steve Jobs, peut créer des centaines d'emplois. Donc, le pays se retrouve dans une pauvreté, puis ils sont pas capables de gérer tout un pays. Tu peux pas changer la culture d'un pays, tu peux pas changer le système de crime d'un pays, mais ici, il y a beaucoup qu'est-ce qu'on appelle des colonials. Ce sont des gated community. Puis, dans la communauté, c'est très, très paisible, ça fonctionne très bien. Fait que même si c'est dans un pays où c'est considéré que le crime est très élevé, où c'est que j'habite des bicycles sur le bord de la route, puis tout ça, puis tu sais, c'est comme ça que c'est là. Je veux dire, le monde, ils se donnent même pas la peine de barrer leurs affaires. Le monde barre même pas leur porte. Hier, j'étais allé à un ami, puis je rentrais, puis la porte n'était même pas barrée, tu sais, sa maison, je suis rentré comme ça. Tu sais, fait que c'est vraiment une question de culture, là, comme graduellement amener la société, peut-être les plus pauvres, à leur donner le potentiel de s'enrichir. Ah, ben c'est ça le but. C'est ça le Alors, but. Oui. Puis, en fait, c'est très semblable parce que les Américains, là, les pères fondateurs américains ont voulu faire, c'est donner le potentiel, c'est la liberté à l'individu de pouvoir s'épanouir. Puis c'est exactement un peu ce concept que vous voulez appliquer. C'est vraiment fascinant. Écoute, Dan va pouvoir conclure. Je suis désolée, mais on va vraiment s'arranger pour se revoir. Puis, écoute, ça fut un plaisir. Là, en ce moment, tu es en Équateur, mais ton projet... Non, Guatemala. Guatemala. Là, t'es au Guatemala? L'Amérique centrale, oui. OK, L'Amérique centrale. OK. Oui. Alors, écoute, il va falloir vraiment il va falloir vraiment qu'on s'en reparle. Je vais mettre sur la page Internet ton site. Je sais que tu m'avais envoyé le lien. Je vais mettre ça pour les gens qui sont curieux d'en savoir. Je pense que la Constitution aussi qui est attachée. On peut le site est encore en construction. Je suis toutes sortes de projets. Mais donnez-moi, mettons, un mois, parce que ça donne que je travaille sur d'autres sites
je travaille avec l'université. Hier, j'étais même à l'université. Juste pour vous donner une idée, hier, l'université accepte des bitcoins maintenant. Ça, c'est un autre sujet en soi, là. Donc, l'université, tu peux payer tes frais de scolarité, tu peux payer pour les trucs en bitcoin. Fait que ils ont vraiment accepté. Fait que c'est peut-être même la première université qui accepte ça. Puis je leur ai donné un petit cours un peu le département du Trésor là, ou le trésorier de l'université. Comment un peu ça fonctionne, puis il y avait des questions, tout ça. Tu sais, le président, il aime beaucoup le concept. Le président de l'université, là, le Bitcoin. Fait que c'est sûr que ça a un impact, mais c'est vraiment une université libertarienne. Donc, j'ai des petites tâches ici et là. Fait que la constitution de ces temps-ci, je pense que je l'ai pas updatée, ça fait une couple de jours. Puis j'ai encore des paragraphes incomplets, mais j'ai vraiment hâte. Puis je voudrais que quelqu'un tu lises pour trouver les fautes d'orthographe. Bon ben regarde, écoute, on va la mettre plus tard. Regarde, tu vois, dès qu'elle est prête, là, dis-nous-les, on va la mettre en ligne. Puis pour le moment, dans le fond, on va les référer sur le site que tu t'avais donné au départ, muse.org, je pense, exactement. Fait que Oui, je te remercie vraiment beaucoup, Dan. On se reparle à la fin de l'été. Puis nous, on va passer à une courte pause. Donc, pour tous vos besoins en téléconférence, radioconférence, PowerPoint conférence, YouTube conférence, parce que c'est pas mal ça, vous pouvez aller avec Broadcast Gorilla. Broadcast Gorilla vous donne la chance de faire ce qu'on fait justement avec vous présentement, c'est-à-dire de faire soit de la radio, de faire vous pouvez faire des conférences pour le travail, mais vous pouvez aussi faire si vous êtes un psychologue, vous voulez faire des petites conférences avec vos patients ou des choses comme ça peut se faire. Ça peut se faire avec plusieurs personnes, avec 2 personnes en fait. C'est très bien fait. Donc visitez le site web, c'est www.broadcastgorilla.com. If you want control without any pain, how long will you suffer? How long will you reign? You see the friend that I knew cannot be found, replaced by another. There's a place where I go without any sound, and only you can reach me, only you're allowed, and you're so far away, you're so far from here. Do you remember a time without tears? When you're falling, I'll catch you. You don't have to fall that far. You can make it, I will be there. You were broken from the start. When you were a child, you dream all day long. You dream of the future and get lost in your song. Now that time is gone. It's lost for you now. Words long for
forgotten somehow. When you're falling, I'll catch you. You don't have to fall that far. You can make it, I will be there. You were broken from the start. When you're falling, I will catch you. You don't have to fall that far. You can make it, I will be there. You were broken from the start. When you're falling, I will catch you. You don't have to fall that far. You can make it, I will be there. You were broken from the start. Hey, vous écoutez Deux filles en liberté. Salut, Belle. Bon, oui, excellent. Hey, Hey, c'est vraiment quand est-ce qu'on déménage? rafraîchissant. Quand est-ce qu'on déménage? C'est inspirant. C'est inspirant. Je sais pas. C'est parce que nous, on a eu également la chance d'en parler hier. Il y a tellement de choses qui sont amenées. Là, on a fait une petite capsule, mais écoute, on pourrait passer des heures à écouter comment la conception d'une telle société est faite. Moi, c'est pour ça, écoute, moi, tu me parles de l'Honduras, tu me parles des pays de l'Amérique centrale. Déjà, à la base, j'étais inquiète un peu. Je me dis, mon Dieu, ces pays-là, il y a tellement de misère, il y a tellement de violence. C'est ce qu'on entend continuellement. Et là, on a comme un autre côté de la réalité. Moi, je suis allée voir aussi, là, Dan, il m'a offert des liens où est-ce que j'ai pu aller voir où est-ce qu'il vit. Il y a des photos de sa résidence. C'est incroyable. Écoute, là, il disait qu'il paie même pas 500 $ par mois. C'est des choses, là, c'est des condos que ici, c'est un complexe qui ici vaudrait peut-être 3000 $ américains par mois, là. C'est vraiment les petits paradis. Puis la raison pour laquelle ce qui est bien, c'est parce que bon, Dan, il a la possibilité de travailler de chez lui, donc il y a un emploi qui est virtuel. Il y a plusieurs personnes comme ça qui ont des emplois virtuels, dont moi-même. Et donc, je pourrais me relocaliser vers le sud, avoir le même salaire qu'ici, mais là-bas, mon salaire vaudrait tellement plus que ce que j'ai ici. Donc, tu sais, c'est de belles opportunités. Et même lui, il est très, parce que souvent les gens qui pensent aux libertariens, c'est des gens qui vont dire que les libertariens, c'est des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, égoïstes. Tu sais, c'est comme moi. Mais ceux qui connaissent Dan, ils savent très bien. Une des choses qu'il voulait vraiment faire, c'était son projet, comme il a expliqué, qui s'appelle le Work for Food. Donc des gens de la place qui sont quand même assez pauvres, qui pourraient venir avoir un repas à la maison puis tout ça. Pas vraiment donner parce que on n'est pas vraiment pour la charité, donner de l'argent ou donner des denrées alimentaires pour rien, mais on demande un petit quelque chose. Le travail, c'est ton offre. Chaque personne dans la vie a une offre. Tu sais, tout le monde a au moins une offre. Oui, ça me fait penser, moi j'avais vu ça il y a pas longtemps sur Facebook, c'est une caricature où est-ce que tu vois des gens qui sont pris comme une espèce de fossé. C'est des centaines de gens qui crient à l'aide dans le fossé. Et d'un côté, tu as le côté progressiste, socialiste, où est-ce que ils lancent de la nourriture, ils lancent les choses, mais les gens restent dans leur trou. Et le côté libertarien, ils lancent des échelles, ils lancent des cordes pour que les gens sortent de leur trou. Et ça m'a marqué parce que c'est un peu ça. C'est vrai que la pensée libertarienne, pour certains, c'est une pensée très égoïste parce qu'on veut pas partager. C'est pas vrai qu'on veut pas partager. On veut pas prendre de nos acquis, de ce qu'on possède, et on veut pas que ça soit géré par une autre personne qui décide à notre place où est-ce que l'argent va aller. C'est exactement ça, la mouvance progressiste socialiste. C'est qu'on perd tout contrôle. Là, c'est rendu là que ils vont finir par nous taxer à 70, 80, 90 notre salaire, mais ils vont s'occuper de notre basic. C'est pas ça la pensée libertarienne. C'est de pouvoir permettre à chacun de s'épanouir et d'arriver à un but. C'est pas tout le monde qui va être au même niveau non plus.
sais, il y a Non, des puis gens c'est de qui sont dire faits que tu t'es beaucoup plus fier de ce que tu as accompli si tu l'as fait. Tu sais, l'argent que tu as dans tes Oui. poches, elle a une valeur parce que tu t'as travaillé pour. Donc, c'est de garder cette valeur-là. Puis bon, tu sais, on est habitués, nous, ici, parce que là, on n'en a pas parlé avec Dan, mais tu pourrais lui poser la question, la monnaie. La monnaie de ce village-là. C'est vraiment, c'est très complexe parce qu'on part, comme il disait, on part à neuf. On part à neuf, donc tu peux te permettre à peu près n'importe quoi. Donc, quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un modèle comme le nôtre ici au Québec, d'arriver dans un endroit comme ça, c'est un foutu ajustement, mais ça fonctionne tellement bien, puis je pense que c'est vraiment de l'épanouissement. Puis si un jour j'ai la chance de pouvoir vivre dans un village comme celui-là, écoute, moi ça m'allume vraiment là. Puis vois-tu, moi, la seule chose qui me fait craindre ces endroits-là, c'est que ça serait loin de la famille. Puis j'ai un attachement à la famille. Puis je sais pas, je t'en parlais, mais il y a pas longtemps, j'ai mon conjoint, même moi, on hésite. On parle souvent de ce qui se passe aux États-Unis. Oui, il y a une forme de liberté, mais on est loin de tout le monde. Puis on commençait à regarder. Puis là, je vais m'aller dans une autre direction, mais ça revient exactement à ce qu'on parle. J'ai commencé dernièrement à faire des recherches, là, juste hypothétiques, de retourner au Québec. Puis là, j'essayais de voir comment, moi, avec la pensée que j'ai, comment le fait que j'ai des enfants américains, des enfants anglophones américains, comment l'adaptation pourrait être faite. J'ai fait un scénario. Et laisse-moi dire, c'est impossible. C'est simplement impossible. Émotionnellement, là, je voudrais être proche de ma famille. De façon pragmatique, c'est simplement impossible. Juste il y a 4 jours, j'ai été approchée. C'est ça, moi je cherche des écoles privées pour mes enfants parce que je suis désolée. Je veux que mes enfants soient dans un environnement anglophone. Ils ont passé leur vie dans un environnement anglophone. Je veux que mes enfants continuent leur éducation en anglais, puissent avoir l'option d'apprendre le français et même puissent être capables d'écrire, de lire. Et s'ils pouvaient même avoir l'option d'apprendre l'espagnol, ça serait la meilleure chose. Alors, j'ai trouvé une géniale petite école dans le coin de Vaudreuil, sur l'ouest de la ville de Montréal. Puis j'ai le lien. C'est l'école Vision? Est-ce que c'est l'école Vision? Non, c'est pas Vision, okay. J'ai perdu le lien, mais c'est une petite école privée. Elle est toute seule. Il n'y a pas de franchise, quoi que ce soit. J'ai parlé avec la dame. Écoute, on parlait mélange français, mélange anglais. Juste te dire, la directrice est anglophone, mais elle s'exprime bien en français, mais je voyais qu'elle était plus à l'air. Fait que moi, je parlais en anglais avec elle. Elle m'envoie le email. J'étais vraiment emballée. C'est quand je suis arrivée à la partie des coûts. C'est là que je me suis déchantée. Pas parce que c'est cher. Oui, c'est très cher. Puis aux États-Unis, l'éducation privée, c'est très cher. Mais là, j'essayais de mettre ça en perspective avec ce qui va rester dans tes poches. Toutes les autres conséquences. Puis, OK, à la prématernelle, il y a un remboursement, je pense, de 100%. Tu peux déclarer ça, pas un remboursement, excuse-moi. Tu peux déclarer ça comme dans ton retour d'impôt. Mais quand tu commences tes enfants au primaire, c'est seulement un retour d'impôt de 20%. Et ça se chiffrait pour 3 enfants à au-delà de 27 000 $ par année pour envoyer ton enfant dans une école comme ça. Aux États-Unis, comme je te dis, tu vas dans une école privée, c'est pratiquement la même chose que tu vas payer. Mais aux États-Unis, les taux... Il t'en reste beaucoup plus dans tes poches. Ben oui. De un, tu peux déduire en grande partie, c'est pas 100%, c'est presque, tous les coûts. Et de deux, l'imposition, je sais que toi tu parlais de 7, nous on paie un peu plus, on paie en moyenne 15 à 20% d'impôts de notre côté, versus payer 35, 40, 45% d'impôts, plus les taxes, plus les taxes scolaires, plus les... Écoute, je sortais toute la liste. Le permis de conduire, les plaques d'immatriculation, tout ça. Oui, c'est quand tu fais le calcul, nous je l'ai fait souvent le calcul, 3 fois le pouvoir d'achat fois 3. Ici. Alors, le salaire qu'on a, il faudrait faire 3 fois la même chose pour arriver à une qualité de vie qui est relativement semblable à celle qu'on a ici. Et je dis pas ça pour me vanter, je dis pas ça pour dénigrer le Québec, j'arrive juste à une conclusion, c'est simplement
impossible. Et ça ne fait que s'empirer. À chaque semaine, il y a une nouvelle qui dit tel programme va être, on va augmenter les taxes, on va faire ci. Puis, écoute, moi, je suis habituée à un système de santé qui est relativement acceptable. Jusqu'à maintenant, je suis très satisfaite. J'ai l'impression que ça va s'améliorer avec le temps, ça va s'empirer avec le temps, avec notre fameux Obamacare. Retourner au Québec, ben moi, j'aurais pas le choix. Pas j'aurais pas le choix, mais je serais grandement portée à aller vers la clinique privée. Les cliniques privées, je parlais avec un médecin qui a une clinique qui commence à vraiment s'expandre à travers le Québec. C'est génial, mais encore une fois, c'est très difficile d'avoir un retour d'impôt, de se faire déduire ça, parce que c'est un système parallèle qui n'est pas accepté dans le système gouvernemental ou étatique dans lequel le Québec vit. Et ça me dépasse. Je sais pas. Ben, en fait, tu pourrais même pas, tu sais, t'aurais pas le choix d'aller vers le privé parce que si t'arrives là-bas, au Québec, tout dépendant où tu vas probablement avoir des difficultés à trouver un médecin de famille. Ma mère habite là depuis des années, elle a pas de médecin de famille, donc j'ai comme l'impression. Puis en plus, moi ça me tue. On dit que c'est un beau système. Mon frère, OK, pour pouvoir avoir un médecin de famille, il a dû tester un médicament. Donc, son médecin disait, si vous testez un médicament pour une compagnie pharmaceutique, vous allez avoir un médecin, puis en plus prioritaire. C'est-à-dire que quand il appelle, lui, il parle tout de suite au médecin. Donc, pour pouvoir rejoindre la clinique, il a dû tester un médicament. Moi, là, ça me virait à l'envers. Exactement. C'est de la collusion. Et là, ça, on parlait plutôt, la collusion ça fait partie de l'espèce humaine, OK? N'importe quel, même dans le monde de Dan, je suis convaincue dans sa ville, il va y avoir des gens qui vont essayer de voler, il y a des gens qui vont essayer, c'est pour ça qu'ils veulent intégrer un système de justice, un système juridique, là. Mais d'un autre côté, plus le système est gros, plus cette collusion devient... C'est ça, le plus d'impact. A plus d'impact. Si moi, je suis une petite voleuse, puis je fais des choses, tant que je me fais pas prendre, OK, je peux peut-être en profiter. Mais quand je suis rendue une entité énorme comme le système, le gouvernement, et je peux me permettre d'aller espionner, on va en parler plus tôt, mais d'aller espionner des millions et des millions d'individus à partir de leur téléphone, l'Internet ou quoi que ce soit, ben là, l'impact est 15 000 fois, c'est incroyable, là. C'est même pas comparable. Alors, c'est pour ça, je veux dire, on est vraiment dans un cercle vicieux. J'ai aucune idée comment on peut s'en sortir. Et c'est quand j'entends des options comme celles que Dan nous propose. Pour certains, c'est peut-être utopique, mais moi, ça me donne l'espoir. Oui, mais au moins lui il a fait il a fait le saut. Moi c'est ce que tu sais les gens je reviens toujours là-dessus, les gens n'amènent pas de solution, les gens disent bon là le gouvernement, on n'aime pas le gouvernement, je n'aime pas le gouvernement, je n'aime pas le gouvernement et oui, je suis libertarien. Mais il y a pas de solution. Ça c'est typique la réponse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est pris. Oui, je te comprends. Mais ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé avec Dan beaucoup, mais je pense qu'il était resté que tu me disais quoi? Un certain nombre d'années, il était au Québec puis il a été capable de vivre sous une forme à l'extérieur du système. Il y a des choses qui étaient comme obligées de se soumettre, mais il a été capable de vivre. Alors, à quelque part, c'est pas juste en quittant le Québec que tu deviens libre. C'est un peu comme faut que ça commence graduellement. Oui, c'est ça. Il avait commencé à se détacher du gouvernement au Québec. C'est sûr qu'à un certain moment donné, je veux dire, quand tu vas t'acheter quelque chose, tu payes le coût de ça. Je veux dire, si tu veux un permis de conduire, t'as pas le choix. Je veux dire, il faut que tu ailles te chercher le permis de conduire au prix qui coûte au Québec parce que, tu sais, il y a une différence. Là, je sais pas combien que c'est en Arkansas. Ici, c'est 25 $ pour 6 ans. C'est une bonne question. Ben, non, je pense je pense à ça que ça doit ressembler à ça. Aussi, au Québec, c'est quoi? C'est rendu 250, 300 $ par année? Une affaire de fou comme ça. Moi, écoute, ça, c'est l'autre chaise. Puis, quand je vais arrêter de parler juste de moi. Mais,
le retour au Québec, je sais pas, une personne qui est étrangère qui veut retourner au Québec, qui est pas une immigrante, mais qui est d'origine québécoise, qui va retourner, toutes les choses, des taxes pour faire rentrer tes biens, c'est incroyable. Nous, on a des véhicules, on a des biens, t'as la taxe de bienvenue après, si t'achètes une maison, ben ça, c'est même les citoyens qui ont à faire ça, mais il y a plein de contraintes qui te démotivent vraiment, là, à moins que tu reviennes avec absolument rien, t'as rien acquis, puis tu reviens comme t'es parti, à la limite, ben t'es peut-être au même niveau, mais c'est très difficile de se réajuster à la situation. Puis, Ben, c'est très difficile. Puis moi, je regardais, j'ai des amis qui ont acheté des maisons au Québec je pense dans les années, je dirais 2000, le début 2000. Ils ont eu un bon prix pour leur maison dans le temps parce que maintenant, la maison vaut beaucoup plus. Puis bon, on pense toutes que la bulle va péter, mais pour l'instant, les maisons valent très cher au Québec. Et donc, je me disais, crime, si eux ont payé leur maison pas cher, donc ils doivent avoir payé beaucoup depuis ce temps-là sur leur maison, doivent presque avoir payé cette maison-là. S'ils la vendent en ce moment, puis qu'ils font, je sais pas moi, 250 000, pour avoir le même type de maison ici, tu peux avoir ça en bas de 100 000. Je parle du Texas, bien entendu. Mm-hmm. Tu peux avoir une maison très, 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 très bien dans un très beau quartier avec de très bonnes écoles à moins de 100 000 $ par année. Pas par année pour la maison. Et il te reste un certain montant que tu peux utiliser pour, si tu veux, je sais pas moi, retourner à l'école, si tu veux faire autre chose dans la vie, ou même... payer ton fonds de pension, pourquoi pas? Exactement. Donc, je veux dire, c'est une grosse opportunité pour ces gens-là qui se disent ben tu sais j'ai vraiment pas les moyens, je suis pauvre. Non, tu as des acquis et utilise tes acquis parce que peut-être qu'un jour tu les auras plus ces acquis-là. Je veux dire quelqu'un qui vendrait sa maison pour en acheter une autre au Québec présentement, il va avoir le même problème parce que c'est dans le même marché, mais de vendre une maison puis d'aller dans un autre, ou même s'en aller comme notre ami Dan, s'en aller au Guatemala ou ailleurs, en Équateur. Il y a plusieurs autres endroits aussi où c'est vraiment, vraiment pas cher et il faut arrêter d'avoir cette peur-là. Si on regarde les statistiques, oui, il y a beaucoup de meurtres là-bas, il y a beaucoup de drogue, mais dans les endroits où Dan où il est, c'est pas dangereux. Je veux dire, c'est des guerres de gangs, ils s'entretuent entre eux. On a ça aussi à Houston, je veux dire, parce qu'on a beaucoup de Mexicains d'illégaux, on a beaucoup d'illégaux. C'est toujours ces gens-là qui s'entretuent. Donc ça compte dans les statistiques, mais des gens qui meurent, mettons des gens comme nous qui meurent, c'est relativement rare. Ben, en fait, c'est ciblé. Malheureusement, ça fait partie de la réalité. C'est comme moi, j'ai vécu pendant 6 ans en Nouvelle-Orléans, puis je mentionnais plus tôt, il y a des endroits, tu n'y vas même pas. Tu n'y vas toujours pas, même après Katrina, qui a eu des améliorations. C'est des ghettos. C'est malheureusement des endroits qui sont, même à Montréal, tu sais, on parle au Québec, on a beau avoir un État hyper contrôlant, hyper présent, il y a des endroits qui sont très dangereux. La violence, ça fait partie d'un phénomène humain qui est très difficile à transformer. Puis c'est sûr que tous les socialistes de ce monde vont dire, ben il y a moyen de les réinsérer, leur donner des programmes, donner des moyens. Mais généralement, c'est prouvé que ces programmes-là ne font rien de constructif, juste leur donner la base pour qu'ils se nourrissent, mais qu'ils vont continuer la même genre de vie et le même genre de vie, puis il n'y a rien qui va changer. Écoute, moi je voulais juste qu'on passe à certaines nouvelles qui sont arrivées au cours de la semaine. Là. Je sais que je regarde le temps, c'est fou, hein? On a 2 heures, mais j'ai toujours l'impression que ça passe tellement vite là. Il ne reste même pas une demi-heure, là. C'est boum, 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 boum. Il va falloir qu'on fasse un 3 heures, ça continue comme ça. Mais sérieusement, il y a des nouvelles qui m'ont agacée ou qui m'ont
porté attention cette semaine. Puis une qui concerne justement un peu ce qu'on discute, c'est le fait que les Québécois restent endettés. Je sais pas si tu as eu une notion de cette... il y a eu une enquête qui a été faite. Puis, il y a un sondage qui révèle que près de 71% des individus ont déclaré être endettés sous une forme ou une autre. Et souvent, quand on parle d'endettement, moi, je pensais qu'on faisait référence à une hypothèque. Mais dans le cas présent, on exclut l'hypothèque. Fait qu'on parle de 71% de la population qui aurait une dette en moyenne qui chiffre autour de 26 000 $. Ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont plus, il y en a des gens qui en ont moins. Une moyenne de 26 000 $, mais ça n'a pas de bon sens. Oui. Puis c'est drôle, parce qu'on dit tout le temps, on dit tout le temps, oh, les Américains s'endettent, sont très endettés, mais c'est tellement faux. Les gens ici sont pas endettés. Les gens que je connais, ils s'endettent pas. On paye cash les choses qu'on achète. Il y a pas de, oui, il y en a là des trucs payés, acheter maintenant, payés dans 60 ans. C'est rendu tellement loin maintenant. C'est rendu sur plusieurs années. Mais en général, les gens vont préférer payer cash parce qu'ils ont l'argent. En fait, ce qu'on voit ici, puis gars, ça va aller peut-être un petit peu contre, un peu, je vais donner ce que je vais avancer, ça va faire plaisir aux Québécois. En fait, la plupart des Américains, leur dette vient de leurs frais de scolarité, les coûts universitaires. C'est là où est-ce que la plupart des gens ont beaucoup de misère à payer, surtout que depuis quelques années, maintenant, c'est impossible de faire faillite par rapport à la dette en éducation. Tu peux faire faillite si tu as une maison, tu n'es plus capable de payer. Bon, ça va rester dans ton historique de crédit, mais tu peux t'en débarrasser. La dette de l'éducation te reste à vie, puis même, je pense qu'elle est transférable. Si tu décèdes, c'est tes héritiers ou c'est ta famille qui doivent assumer. Et on va parler sur un autre sujet, là, je ne veux pas aller dans cette tangente-là, mais l'éducation, il faut aussi comprendre que les coûts ont gonflé de façon débile au cours des dernières années, des dernières Parce que décennies. le gouvernement octroyait des bourses. Exactement. Et tout ça, parce qu'il y a eu un temps où est-ce que les collèges, l'université, oui, ça coûtait cher aller à Harvard, mais il y a d'autres endroits où ça coûtait beaucoup moins cher. Il y avait beaucoup plus d'accessibilité pour certaines personnes qui n'avaient pas les moyens pour aller dans différentes écoles. Maintenant, c'est qu'il y a eu tellement de légifération, tellement de contrôle. Maintenant, tu vas à l'université State University, qui supposait être une université de l'État subventionnée, ça coûte une fortune pour aller faire un cours en sociologie ou un cours en géographie, ou tu sais, des cours qui malheureusement vont peut-être pas t'amener à une carrière fructueuse. C'est comme tu vas pas arriver avec un salaire de 200 000 en montant. Puis mais c'est là que la dette américaine se retrouve, entre autres. Au Québec, moi, ce qui me fascine, c'est, elle vient d'où la dette? Des frais de scolarité. Écoute, à moins que tu ailles en médecine, puis même encore, si tu vas en médecine, généralement, tu es capable de rembourser ta dette, il me semble, à mon avis, après être entré sur le marché du travail. C'est juste que, c'est ça, la statistique, les études démontrent que c'est encore pire, c'est que près de 24% des répondants, là, sur le 71%, disent que leur dette est supérieure à celle de l'année passée. Ça veut dire qu'à place d'essayer de régler leurs problèmes, ils se sont encore plus endettés. Et puis c'est quoi l'autre? 33%, c'est exactement la même chose l'année passée. Fait qu'ils n'ont même pas été capables de payer un pourcentage quelconque de leur dette. Ça démontre. Mais j'aurais aimé ça savoir, par contre, d'où elle vient. Est-ce que c'est de la consommation? Est-ce que les gens sont obligés de s'endetter à chaque mois pour payer pour acheter de la nourriture, ou est-ce qu'on essaie d'avoir au Québec je dis le rêve américain, là, mais tu sais, on regarde le voisin à côté, puis on s'achète tout ce qui s'achète. Est-ce que tu sais, il y a comme une escalade qui se fait, parce que moi, ce que je vois, c'est que les gens au Québec, bon, s'achètent des maisons. Je sais pas comment qu'on fait, mais moi, j'ai pas les moyens d'avoir une maison de ce prix-là, là. Puis, je veux dire, on a des voitures neuves. Je veux dire, on vit très bien. On s'arrête pas de vivre, mais en même temps, on n'a
peut-être pas les moyens de le faire, mais on le fait pareil. En fait, moi, ce que je crois, là, c'est que il y a peut-être une question. Oui, il y a des véhicules, il y a tout ça, mais il y a beaucoup de gens, puis moi, je me base par ce que j'entends, là, certaines connaissances, c'est qu'ils vont se baser sur leur qu'est-ce qu'ils possèdent. Bon, ils vont posséder une maison. Comme tu me disais plus tôt, tu as une copine ou une connaissance a acheté une maison il y a quelques années, la maison valait 200 000. Là, on se ramasse avec une maison qui vaut presque le double. Ben, la maison, elle a comme acquis 200 000. Fait que c'est comme de façon imaginaire. Elle est là, la valeur, mais elle n'est pas là, elle n'est pas dans tes poches. Fait qu'on laisse croire que l'individu a une capacité supérieure, ce qui lui amène à s'imaginer qu'il peut se permettre des choses que nécessairement c'est peut-être pas possible. Ouais, parce qu'en fait, tu peux emprunter sur ce montant-là. Tu peux dire, écoute, la valeur de ma maison est de 400 000. Il me reste, je sais pas, moi, 200 000 à mettre dessus. Donc, j'ai un 200 000 que je peux utiliser. Mais en fait, c'est ce qui est arrivé en Californie, en Floride. C'est exactement ce qui est arrivé quand le prix des maisons a chuté. Les gens qui s'étaient endettés sur cette valeur fictive-là, si on a eu un gros problème. Mais ici, les maisons n'augmentent pas. Je veux dire, ça fait 10 ans, j'ai vendu j'ai vendu ma maison après 10 ans le même prix que je l'ai payé. Wow! Vois-tu, le Texas, vraiment particulier. Nous, dans notre coin, en ce moment, on a des maisons dépressées. Et on a beau dire que l'économie reprend. Nous, on essaie de maison. On a vécu une bulle, mais pas aussi drastique en Floride ou en Californie. Fait que, on a eu cette bulle-là en 2003, 4, 5, puis ça a comme éclaté vers 2008. Mais, puis là, depuis ce temps-là, les maisons, ça baisse. Mais il y a une stabilité, là. On parle pas des chutes, là, de 100 000 en montant, comme on a vu en Floride. En Floride, nous, c'est peut-être l'option qu'on va avoir, là, c'est d'aller s'installer en Floride. T'as des demeures, des résidences qui, ont déjà valu une fortune, 700 000 $ maintenant sont à 200, 250, 300 000. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu d'ajustement parce qu'ils ont été abandonnés il y a un certain temps, mais c'est des aubaines, là, c'est incroyable. Mais là, peut-être que le marché au Québec, là, peut-être qu'il va pas chuter parce qu'il y a paraît-il qu'il y aurait plein d'arrivants de la France qui s'exilent au Québec. C'est mon ami Laurent de immigré.com qui va être content. Ben oui, puis ça fait partie, c'est l'autre nouvelle, je veux dire, la situation en Europe, en France, est tellement mal pour certaines, et surtout, là, on parle là de la génération des 25-40 ans, ça va tellement mal, le taux de chômage, tout ça. Là, en ce moment, il semblerait qu'il y a une cohue pour s'expatrier au Canada et plus spécifiquement au Québec. Moi, ça me fait rire. Ouais, moi, ce qui me fait rire, c'est que ces gens, c'est un peu comme tu me parlais auparavant, tu me parlais des gens de la Californie qui en ont marre de payer des taxes à gauche, à droite et qui se précipitent au Texas, mais qui malheureusement amènent avec eux leur culture ou leur mentalité et s'attendent à avoir les mêmes services ou les mêmes dus qu'ils ont eus en Californie. Moi, ce que je crains, c'est que ces Français, puis je veux pas tous les mêmes dans le même panier, mais que pour la plupart arrivent au Québec et deviennent, déjà le système est là, mais qui disent on veut continuer dans le même système. Ce qu'on a acquis en France, on l'espère le récupérer au Québec ou du moins récupérer ce qui est récupérable, mais dans le sens, c'est que ce ne sera pas les gens qui vont transformer la vision. Ils vont s'acclimater au système et ils vont exiger les mêmes services, les mêmes programmes qui sont déjà établis. Et on va juste continuer à avoir cette culture de dépendance qui va continuer. Je sais pas, je suis peut-être négative, là. Ouais, parce qu'on là, de ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont pas satisfaits du système quittent. Oui. Et là, on va voir des gens arriver de la France qui vont dire écoutez, ça ne va pas du tout ici. Souvent, on n'associe pas trop les problèmes. C'est ce que je me rends compte, c'est qu'on a de la difficulté à identifier d'où sort le problème. Donc, je pense pas que les Français savent réellement
que le problème qu'ils ont en ce moment est relié au fait que le système est trop gros. Donc, ils arrivent au Québec, demandant encore plus, vivent dépendamment de l'État. Et là, on aura un plus gros problème, un énorme problème, la même chose qu'on a ici au Texas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire. Mais comme je dis, mon ami Laurent de immigré.com va être très, 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 très content. Et moi, ce que je disais à Laurent la semaine dernière, c'est les gens qui arrivent au Québec de la France, souvent finissent par s'exiler ailleurs. On en a sur le site Quitter le Québec. C'est des gens qui vont finir par partir vers l'Alberta ou vers les États-Unis. On a plusieurs Français. Oui, plusieurs Français qui sont arrivés au Québec et qui maintenant essaient de se relocaliser, surtout dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. En fait, c'est comme s'il y avait deux vagues. Il va y avoir la première vague qui, c'est celle où est-ce que tu vas avoir les deux types d'individus. Ceux qui sont habitués d'avoir un support de l'État et c'est ceux qui vont vraiment vouloir se détacher, qui vont s'apercevoir qu'au Québec, c'est peut-être pas aussi facilement, c'est comme ils vont peut-être voir beaucoup de ressemblances avec ce qu'ils voient en France et eux autres, ils vont dire non, on peut pas rester là. Et c'est là qu'ils vont faire le deuxième changement. La deuxième vague, oui. Ouais, la deuxième vague pour aller soit aux États-Unis, qui de fait, comme on mentionnait plus tôt, est de plus en plus difficile pour les immigrés, et soit ils vont aller en Alberta pour aller chercher vraiment une meilleure vie, là. Mais je dirais que la majorité, le problème numéro un des gens qui veulent quitter, et c'est le problème de justement des Français qui arrivent au Québec, c'est la langue. Ben oui. On est entouré d'anglais, donc la raison pour laquelle les gens restent au Québec, c'est parce qu'ils ne parlent pas anglais. Donc, la loi 101, elle est là pour... Elle a une raison, elle est là pour garder les gens dans cette bulle francophone-là. Parce que je crois que si il y avait une majorité d'anglophones au Québec, le Québec serait pas ce qu'il est présentement. On aurait beaucoup plus la chance de savoir ce qui se passe. Puis écoute, j'ai déjà été comme ça. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai appris l'anglais. J'étais sur le tard. Je veux dire, je disais à peu près 4 mots à l'âge de 21 ans. Donc j'ai ça a été. À 19 ans, c'est en exilant en Alberta. J'ai dû c'est ça, moi aussi. Faire un programme parce que moi c'était yes, no, thank you, puis ça arrête là. Puis cette espèce de haine, mais c'était même pas une haine, c'est la peur des Anglais. Ouais. Moi, je me rappelle mon premier voyage. Moi, c'était une haine. Ouais, écoute, une haine mélangée avec la peur. Qu'est-ce qui faisait ta haine? C'est que tu avais peur des Anglais. Tu avais peur de l'étranger. Et là, tu te ramasses, moi, comme je te dis, mon premier voyage, c'était à Vancouver. Et boy, partir toute seule, savoir le basic en anglais. J'arrive à Vancouver, puis je suis dans une terre de evil. Ils vont tous me manger tout rond. Je suis mieux de pas dire que je viens du Québec. Et c'est tout à fait le contraire que j'ai eu comme accueil. Les gens sont curieux, sont gentils et c'est amical. C'est sûr que tu en as 2, 3 imbéciles. Peut-être que il y a des imbéciles partout. Mais l'expérience que j'ai eue à Vancouver... La façon dont j'ai été élevée, écoute, mon père, puis présentement il pense plus comme ça, là, il le dit justement là dernièrement, la raison pour laquelle je pensais comme ça, c'était que j'étais unilingue francophone, j'avais jamais voyagé de ma vie, OK? Et maintenant il a changé, mon père parle 3 langues, ça s'est fait sur le tard et il a voyagé beaucoup à travers le monde. Mais quand j'étais petite, mon père avait écrit une chanson. Et le début de la chanson, c'était « Crée-moi pas quelque part au Canada, fuck le Manitoba ». Ben oui. Donc, c'est de la façon dont j'ai été élevée. mais encore, c'est ça, c'est dommage parce que puis c'est pas l'individu, c'est le système, c'est on nous a mis dans un moule. Puis ça, c'est dans les prochaines semaines, j'aimerais vraiment rentrer en contact avec quelqu'un expert dans ce qui concerne la révolution tranquille, ce qui concerne la création du système qu'on appelle le modèle québécois ou la social-démocratie. J'aimerais avoir
vraiment aller en profondeur parce que je pense que c'est là que ça a tout transformé. Je veux dire, on parle souvent là de l'époque de Duplessis puis les grandes noirceurs tout ça. Puis là, je suis en train de passer d'une direction à une autre, mais je trouve qu'il y a un parallèle. C'est qu'on dirait qu'à partir des années 60, on est arrivé, puis on a créé un modèle. Puis ce modèle est excessivement rigide. Et nous, on fait partie de la génération X. Puis la génération X, c'est vraiment la première génération qui a été mise dès le départ dans cette espèce de moule où est-ce que dès le début jusqu'à la fin, l'État est omniprésent, où est-ce que l'ennemi, c'est tout ce qui est à l'extérieur de ce modèle, dont l'anglais, dont les États-Unis, dont tout ce qui compte le modèle, c'était nos ennemis. Puis, écoute, on a vécu là-dedans. Moi, j'ai vécu jusqu'à 19 ans dans ce modèle-là sans me poser de questions. À 19 ans, je suis partie par moi-même, comme je disais. Puis c'est là que j'ai comme, wow, il y a d'autres choses, là. Il y a d'autres choses qui se passent. Et graduellement, c'est là que mes questionnements, là, j'ai eu plein de questions, plein d'interrogations, me disant, voyons, comment ça se fait ça? Puis, avec le temps, c'est là que je suis arrivée à avoir une autre vision. Oui, puis quand t'arrives quand tu visites, puis tu parles avec des gens de la place, puis tout ça, tu t'aperçois que dans le fond, ce qu'on nous a enseigné depuis le début, ben c'est carrément pas vraiment vrai. Puis le problème qu'on a présentement, c'est que cette vague-là de socialisme, cette vague-là de social-démocratie, ça s'en vient aux États-Unis. T'avais un autre petit scandale cette semaine. Oh mon Dieu. Ici, c'est scandale après scandale, ça un petit scandale. En fait, moi, c'est apparu, puis moi, j'ai lu ça, parce que à cause du fait qu'on a un auditoire francophone, j'essaie d'aller chercher la nouvelle, j'ai les nouvelles américaines, mais je vais chercher souvent des nouvelles dans les médias francophones. Puis la première nouvelle concernant le scandale des téléphones, c'était la compagnie Verizon. C'est une des plus importantes compagnies de télécommunications en Amérique. T'as AT&T, Verizon, puis t'en as d'autres. Là. Bon, mais cette compagnie-là, en fait, elle a été mise sur écoute. En fait, il y a eu un programme américain qui est par c'est pas la CIA, mais c'est un programme là qui a été construit suite au 11 septembre. Puis le NSA, c'est l'Agence nationale de sécurité. Je le lis en anglais, en français. Puis cette agence-là, en fait, elle a été créée suite au 11 septembre et ça permet d'espionner des personnes qui sont à risque de commettre des actes de terrorisme. Et quand ça a été créé, cette agence-là, on visait avant tout des étrangers. Mais ce qu'on apprend, c'est que à partir de 2007, soit sous l'administration d'Obama, cette agence-là s'est mise à aller vraiment de l'avant, puis à commencer à espionner des personnes internes à partir de compagnies de télécommunications. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est que l'article de la presse, le premier titre que j'ai, c'est « Relevé téléphonique, Obama usera de tous les moyens pour combattre le terrorisme ». Alors, de la façon que c'est marqué, c'est comme si c'était justifié. C'est une bonne chose. Et même, il y avait un congressman qui a parlé il y a 2 jours, je pense que c'est Graham, j'ai perdu son premier nom, mais il a même dit, écoute, moi, je fais affaire avec Verizon, j'ai aucun problème à ce que le gouvernement espionne mes conversations parce que je sais que je n'ai absolument rien à cacher. C'est ça le problème, c'est ça justement le problème, puis c'est pas juste là-dedans, c'est que c'est toujours moi ça me dérange pas de me faire fouiller là partout quand je vais dans les avions. Moi, j'ai rien à me reprocher. Ça me dérange pas qu'on m'espionne. Moi, j'ai rien à me reprocher. Le problème, c'est qu'à cause de gens qui pourraient peut-être éventuellement être des terroristes, toute la population finit par perdre des libertés. Puis là, c'est un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Finalement, on n'a plus le droit de rien faire, mais en fait, on n'a rien fait, nous, les gens honnêtes, puis on est en majorité, mais on paye pour les minorités qui puis même qu'on sait même pas s'ils existent.
Oui. Puis là, vois-tu, le scandale est parti à partir d'une compagnie, mais là, c'est rendu que on parle que les compagnies comme Google, Microsoft, AT&T, et il y en a d'autres qui font partie de la liste. Alors, on parle de millions et de millions d'échanges de communication entre individus aux États-Unis qui sont faites de façon quotidienne, et c'est de la pure, comme peut-être en ce moment, écoute, on parle en français, là, mais je veux dire, c'est vraiment un bris de la vie privée des individus. Et ça, c'est une chose, moi, ce que je trouve encore plus hypocrite, c'est qu'Obama, avant d'être élu, là, son premier mandat, c'était un qui s'opposait au Patriot Act, puis là, il disait c'est indécent de faire ça. Tu le vois, il arrive au pouvoir. Première chose, c'est qu'il met le programme et il l'élargit de façon à ce que ça soit ouvert à n'importe qui. Fait que ça fait juste dire qu'il n'y a pas de cohérence. Ça va, je sais pas jusqu'à quel point ça va affecter je sais qu'au point de vue réputation, maintenant, Obama, là, je pense que c'est foutu. Même, j'entendais certains démocrates, des experts démocrates qui sont des fans d'Obama dire hier à CNN que la réputation d'Obama est vraiment entachée. Moi, ça me fait rire. Mais j'ai encore plein de, je vois encore plein de stickers Obama par contre. Donc, il a encore des disciples. Ben, je pense que la plupart ne sont même pas conscients de ça. Combien vont vraiment prendre la peine? Écoute, prendre la peine d'écouter les nouvelles des médias, là, moi, ça me fait rire parce que hier, c'est justement, j'écoute rarement CNN, mais hier, je l'ai écouté parce qu'il y avait un reportage avec Ron Paul. Je suis une grande fan de Ron Paul, mais c'était Cooper, comment il s'appelle? Son premier Anderson Cooper, oui, qui faisait une entrevue avec Ron Paul. Puis qui expliquait, là, lui, il avait l'air abasourdi là, de ce Cooper, puis Ron Paul dit, écoute, ça fait combien d'années qu'on vous parle que ça se passe, comme arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, là. Les gens se font espionner depuis des années, la liberté est pillée depuis des années, puis écoutez, ça ne fait que continuer, soyez pas là, c'est pas une nouvelle, là, c'est ce qui arrive, là, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est ça, c'est de voir les médias mainstream qui finissent par se réveiller. Écoute, c'est quand j'ai entendu Pierre Morgan dire ce qui s'est passé avec le IRS, il disait, mais voyons, ça n'a pas de bon sens, on est là, ben bravo. Je veux dire, c'est comme tu viens de te rendre compte. Oui, parce que lui, c'était l'histoire des fusils, puis il était pour aliéner toute personne qui tous les droits pour le deuxième amendement. Là, il finit avec sa phrase en disant, ben peut-être que les gens ont raison de commencer à croire que le gouvernement est tyrannique. Bonjour, allô, tu sais, il commence à trouver justifiable que les individus veuillent se protéger contre un gouvernement tyrannique. C'est ça, mais à quel point ils font la comédie, puis à quel point, tu sais, ils sont vraiment sérieux, ça, je le sais pas. Moi, je sais que c'est un comedy show, parce que justement, tout de suite après, écoute, t'avais cette nouvelle, là, puis très sérieuse sur ce scandale. La nouvelle qui suivait, c'était un reportage d'à peu près une vingtaine de minutes. Mon mari puis moi, on écoutait ça. C'était sur un soldat qui a passé 3-4... il est allé 3-4 fois en Irak, puis en Afghanistan. Il est revenu, il est maintenant transformé en femme. Et c'était tout le processus de changement. Puis je me dis, mais c'est quoi cette nouvelle-là? Là? C'est incroyable. Puis il parlait comment le système militaire est contre les droits des gays, le droit des... Mais c'était ça la nouvelle. Je pense que ça a passé plus de temps le reportage que la première nouvelle. Et c'est de l'entertainment tonight. Nous on écoutait ça là, puis on disait bon ben écoute, Michael Jackson va rentrer après. Là, c'est quoi la suite là? Non, mais c'est vrai, mais c'est pas, les gens ne veulent pas le savoir. J'ai l'impression, parce que quand tu parles, quand tu essaies de réveiller, mon mari essaie de réveiller ses collègues de travail. Ils veulent pas le savoir. C'est comme moi, mais non, je veux pas le savoir. Non, ça fait. Puis je vais te dire, j'étais comme ça. Moi, la personne qui m'a éveillée, c'est mon conjoint. Et des fois je suis tellement frustrée, je le regarde, t'aurais jamais dû me parler de ça, là, parce que la vérité fait mal, la vérité fait peur,
Et, Ben, c'est parce qu'un coup que tu connais la vérité, ouais, t'as pas le choix de prendre des actions pour aller dans l'autre direction. Puis c'est ces actions-là qui sont pas faciles à faire. Je veux tout à dire, fait. quand tu remarques, bon, il y a quelque chose qui se passe, tu peux continuer à rester là-dedans, mais en sachant, tu as comme une espèce de culpabilité, dans le fond, Oui, que tu le c'est un sais que tu malaise. devrais pas être là. Exact. Tout à fait. Donc, faut que tu sortes. Mais sortir, c'est aussi quelque chose de très difficile à faire, là. Ben, tout à fait. Moi, je regarde, moi, ce qui m'a éveillée, en fait, là, puis c'est durant la crise, il y a eu un film, c'est Too Big to Fail. Puis c'est un reportage sur tout le système bancaire, tout ça. Moi, je voulais rien savoir. Moi, là, OK, il y a eu une crise, le gouvernement a remboursé, on continue, tout ça. Et j'ai commencé par écouter ce film-là. Puis après, il y a eu d'autres reportages sur tout le système bancaire, comment c'est corrompu, comment nous, en tant que peuple, on se fait lasciver en ce moment, on se fait détruire, comment l'économie, elle est artificiellement maintenue. Mais c'est juste une question, là, on vit sur un nuage, puis c'est une question de temps avant que ça s'effondre. Et le dollar américain qui vaut rien, c'est juste une question de réputation. Ils sont encore capables de se payer quelque chose parce que le dollar, comme tel, n'est supporté sur rien. Tout ça, au départ, je voulais rien savoir. Moi, là, je voulais rien parce que je me disais, je doutais que c'était une mauvaise chose, ça allait être une mauvaise nouvelle. Et depuis ce temps-là, les nouvelles ne font que s'empirer, s'empirer, s'empirer. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les choses, puis tu essaies d'éveiller les gens. Moi, je me fais carrément traiter d'extrémiste ou de brainwasher. Il y a des gens, j'ose même plus leur parler parce que je sais que eux, ils ont... Ben ouais, moi, je suis dans une secte. Moi, je Ouais. suis dans une secte, la secte des libertariens. Mais bon, c'est correct. puis- Non, mais j'accepte. En fait, je comprends. Je comprends. Je vois l'évolution. Je vois où je suis partie, comment je pensais. Puis tu peux pas changer en un claquement de doigts. Tu dois suivre une certaine évolution. Souvent, tu vas le voir. Moi, j'avais écrit même, je me rappelle à l'époque, j'avais écrit les étapes pour changer ta mentalité. Tu sais, ça commence que toi, tu penses d'une certaine façon, mais c'est pas parce que tu t'es vraiment arrêté là-dessus, c'est vraiment ta famille, la façon dont tu es élevé, ça t'a apporté une idéologie que tu vas garder sans même savoir qu'elle est là ou qu'elle peut changer. Éventuellement, tu vas rentrer en contact avec l'autre idéologie qui est différente, puis au début, tu vas dire que c'est soit fou, les gens sont fous, c'est complètement débile. Et là, cette idéologie-là va t'arriver soit par quelqu'un en qui tu as extrêmement confiance ou il y a une expérience qui va t'arriver à toi-même et que tu vas voir c'est vraiment ça. Et ensuite de ça, tu vas adopter secrètement cette idéologie-là. Donc, tu vas commencer à lire là-dessus, mais c'est secret, tu le dis pas à personne. Et éventuellement, tu vas devenir, tu vas le dire aux autres et tu vas faire ce qu'on fait en ce moment. Tu vas devenir, tu vas défendre cette idéologie-là et tu vas devenir activement, comme on fait là. Tu vas être actif. Donc, les gens qui sont rendus à la première étape de dire sont fous. Bah, c'est correct. Ils sont très agressifs, ces gens-là, parce que justement, tu attaques leur univers, tu attaques leur bulle, puis eux, ils veulent rien. Eux, ils te regardent comme, pourquoi t'es aussi intrusif? Pourquoi tu rentres puis tu me parles de ça quand je veux rien savoir? C'est pour ça, c'est un éveil, mais un éveil qui doit se faire vraiment à moyen long terme. Je sais vraiment pas si on va avoir le temps d'arriver à quelque chose de constructif. Il y a des gens qui sont sont optimistes puis se disent, ben écoute, ça va peut-être arriver puis on va avoir assez de gens pour renverser la tendance. Ce que je vois par contre, c'est le contraire. Il y a beaucoup de gens qui se disent, écoute, je vais être positif, mais il n'y a pas grand-chose devant nous. On est mieux de se préparer pour le pire puis prier ou espérer pour le meilleur, mais
Ben, j'avais vu ça dernièrement, je trouvais ça très bien. Ça me fait penser à payer au suivant, tu sais, le concept de payer au suivant. Si toi, t'es capable de faire ouvrir les yeux à deux personnes et que ces deux personnes-là font la même chose de leur côté et que ça finit par être des millions de personnes, qui changent leur mentalité, je pense que c'est là. Je pense que, on doit cibler des gens de notre entourage qui n'ont pas encore cette idéologie-là et les amener à voir que oui, il est où le problème puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer, puis même aider ces personnes-là. Je veux dire, on peut les aider en sachant que tu peux, en te détachant du système, tu peux t'épanouir beaucoup plus de l'entrepreneuriat puis tout ça. Il y a des gens qui ont peur, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de gens dans mes proches que pour eux partir une business c'est compliqué, c'est difficile et en fait pour pas grand chose. Mais c'est complètement faux. C'est parce qu'on vraiment pas mis dans. C'est encore la question du moule. Le moule, c'est ça aux États-Unis aussi, on va dire en anglais, on va appeler ça le nanny state. L'État-providence va discréditer cette mouvance-là. L'entrepreneurship, c'est l'individualisme. C'est de dire, moi, je suis seul, je vais partir quelque chose, ou je vais partir avec une personne quelque chose, mais j'ai pas besoin de personne pour partir en affaires. Ça va tout à fait à l'encontre de la vision étatique. Tu sais, même si tu rapportes de l'argent, la vision, tu sais, faut que tu sois un bon petit soldat puis que tu contribues à ta société. Et la façon que tu contribues le mieux, c'est si tu travailles pour le système. Si tu vas être contre le système, ben ça agace. Puis oui, l'entrepreneurship est vraiment discrédité au Québec. Ça, c'est une affaire, je trouve ça tellement triste. Ben c'est souvent tellement compliqué il y a des permis, il y a de la paperasse, c'est complètement débile. Moi, j'en reviens pas. Tu sais, moi c'est tellement facile ici. T'as même pas besoin d'avoir un permis pour opérer une business. T'as juste besoin d'avoir un nom, un compte de banque business et let's go, on est en business. Non, c'est vrai. C'est très simple. Puis, mais d'un autre côté, t'es tenu responsable. C'est ça, t'as le côté liberté, t'as le côté responsabilité. Tu peux pas faire ce que tu veux. Puis c'est différent. Comme moi, j'ai jamais eu l'opportunité de partir quoi que ce soit au Québec. J'ai déjà eu des idées, même revenir au Québec, je voudrais partir, je vais être autonome, je voudrais partir en affaires, mais j'essayais juste de voir toutes les paperasses. Mais en même temps, il y a comme un coussin. Tu fais ça, mais en échange, il y a ça qui peut te revenir. Tu peux aller chercher une subvention, tu peux aller faire ci, tu peux faire ça. Fait qu'il y a comme toujours une espèce de compromis. Tu dois donner ça, puis nous, en échange, on va donner des petites nananes. Comme ça, ben, s'il arrive quoi que ce soit, ben, t'as un petit coussin. À la place, ici, t'es libre de faire ça, prendre les actions, assume, mais si tu fais une erreur, ben, t'es pratiquement seul à assumer le coup. Puis, si tu fais une perte, ben, ce sera ta perte. Ce sera pas la perte du voisin. Alors, c'est ça un petit peu là. Mais ça s'en vient dans l'autre direction, par contre, ici aussi. On devient de plus en plus étatique, de plus en plus bureaucratique. Juste dans le domaine de la santé, moi, ça me fait très peur. Donc, c'est à moi. Ouais. Mais écoute, on va bientôt, on est bientôt à la fin de l'émission. Écoute, je pense qu'on peut juste faire un remerciement, là, nos commandites. Ben oui, il y a pour quitter le Québec, en fait, allez sur le site quitterlequebec.com, pour 275 $, vous avez 8 heures de cours en ligne, ça peut être par Skype, vous avez des appels téléphoniques, vous avez et tout ça est en immersion complète, donc la personne, le tuteur ne vous parlera jamais en français, tout se fait en anglais. Vous avez des devoirs à chaque jour, vous pratiquez l'écoute, vous pratiquez le parler, vous pratiquez l'écriture et tout ça, donc en complète immersion. Allez sur le site quitterlequebec.com et aussi on dit merci à Broadcast Gorilla, la plateforme qu'on utilise pour le show, le site internet broadcastgorilla.com. Bon, ben on vous souhaite une bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye!